Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Can We Talk. Ah, qu'est-ce que je suis content d'être là, mon gars. Ouais, je me sens comme dans ma cour de récré, tu vois. Comme d'hab. Non, franchement, c'est le rendez-vous plaisir. Le rendez-vous plaisir. Donc ouais, non, je suis très content aussi, mon bro. Je suis très content. Pareil. Franchement, de toute façon, on va vous délivrer ça de plus en plus souvent. Là, on fait du une fois par mois, mais on va passer sur du une fois toutes les 2 semaines. Après, on n'a pas trop envie de spoiler, mais ne vous inquiétez pas, les amis. Vous ne serez pas déçus. Donc, bienvenue à Can We Talk. Ce podcast est fait pour parler finance, business, actualité. On échange aussi sur nos vies au quotidien. Au milieu de ce podcast, en fin d'épisode, on vous prépare des coups de cœur où on va vous partager certaines choses qui nous marquent et que l'on a envie de délivrer avec vous. Mon gars, es-tu prêt pour cet épisode? Je suis totalement prêt. Et je pense qu'il faut qu'on leur dise, bro. Faut qu'on leur dise. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Là. Il faut le dire, tu vois. C'est très important. C'est vrai. Sans votre soutien, on n'est rien. Donc déjà, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a fêté nos premières 1000 vues, frérot. Ouais. Cette semaine. Donc, il y a 2 jours. C'est ça. C'est petit pour certains, mais pour nous qui venons de commencer, donc c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, partagez aussi parce que il y a énormément de valeur. On a des retours qui sont super positifs. Donc, I'm fucking ready. Nice. Du coup, l'idée, parce que j'ai pas vraiment posé le sujet, mais comme d'habitude, c'est de poser justement des sujets. Donc, j'ai des questions, il a des questions. On les pose sur la table, on échange, on débat autour de tout cela. Et s'il y a un sujet qui ne nous inspire pas, on a le droit de décliner. Donc voilà, c'est vraiment du open bar. Are you ready? I'm fucking ready. Au bout du 3e podcast, j'imagine qu'ils connaissent au moins les règles. On sait pas, des fois qu'il y a des nouvelles personnes qui apparaissent. Non, ouais, voilà. non, franchement, bien joué. Ouais, je suis prêt, mon gars, je suis prêt. Ok. Vas-y, honneur à toi, mon ami. Ah, écoute, parfait. Let's go. Mon gars, juste avant qu'on se lance là dans le podcast, j'étais au resto juste à côté et de base j'avais une première question que je voulais te poser, mais là je me suis dit non, il faut absolument que je l'entende sur ce sujet parce que c'est à quoi j'ai assisté, c'était une dinguerie. Okay. Enfin une dinguerie, on s'entend. Ouais. Mais tu vois, j'étais posé au resto et juste à côté de moi il y avait une table où t'avais 3 go et un gars, tu vois, t'avais 3 meufs et un gars. Et t'as vu, tu veux pas écouter, mais bon, t'es là, les tables elles sont rapprochées et tout, t'entends la conversation. Et là, j'entends une des meufs qui dit ouais, tu vois, et donc hier, alors ouais, j'ai pris un petit verre de vin, mais ça m'a aidé à me lancer. Donc je me suis mis à côté de lui, je lui ai mis la main sur la cuisse et puis je lui ai dit comment est-ce qu'on fait et tout. Tu vois, j'ai essayé de me vendre et tout. Tu comprends, le mec il m'a pas calculé. Donc la meuf, en gros, elle est en train d'expliquer qu'elle a tenté de rentrer en contact avec quelqu'un et derrière elle explique que ouais, j'ai cru comprendre que lui tu vois, il aimait bien quand on l'attaquait comme ça et tout. En plus moi je suis pas fermé à l'idée de coucher avec lui le premier. Et là je me suis dit ah ouais. En fait, j'ai eu comme une espèce de déclic dans la mesure où de base, de façon traditionnelle, c'est plus des conversations que j'ai pu entendre de la part de mecs, ça, tu vois. Et là, tu crois. Mon gars, mais justement. Et sa copine juste à côté, elle expliquait, donc après que l'autre finit son histoire, elle explique, moi, tu vois, moi, tu vois, le gars dont je t'avais parlé et tout, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu qu'il était avec une meuf, donc je me suis dit, attends, je vais essayer de le piquer un peu, et donc je lui ai envoyé un message en lui disant, c'est qui, c'est ta meuf? Il m'a dit non, et du coup, derrière, ça m'a permis et je me suis dit, ah ouais, donc le mec 2023. Non, c'est pas 2023, ça a toujours été. C'est juste que nous, les mecs, on croit trop qu'on est on est dans une bulle et les meufs, crois-moi que quand elles parlent entre elles, j'ai même la sensation qu'elles sont beaucoup plus décomplexées que nous. Non, quand elles parlent entre elles, ça c'est quelque chose que j'ai toujours entendu et validé. Mais là, c'est le fait qu'il y ait un mec, c'est ça? Non, c'est même pas ça. C'est le fait, en fait, quand elles parlent entre elles, elles expliquent ce qu'il en est de ce qui se passait la nuit dans la chambre, moindre détail. dans le moindre tout y passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le fait d'avoir des femmes, tu vois, un petit peu comme, je sais pas si tu le savais, mais tu sais, dans les pays nordiques et tout ce qui est Suède, tout ça là, en fait, on t'explique que là-bas, c'est les femmes qui contrôlent, frère. Elles vont vers les mecs et elles disent vas-y, qu'est-ce que tu fais ce soir, etc. Mais en France, c'était quand même beaucoup plus rare. Et là, en fait, j'avais des meufs, j'étais à côté de meufs qui étaient en train d'expliquer, j'ai tchatché le gars. D'où ma question. Est-ce que tu peux me dire, mon frérot, toi, quel a été ton rapport aux femmes? Est-ce que tu es quelqu'un qui valide ma théorie? Je te pose la question parce que moi, j'ai une théorie qui veut que, selon moi, les hommes deviennent hommes ou en tout cas emmagasinent énormément de confiance quand ils sont
comment dire, quand ils représentent quelque chose dans les yeux des femmes. Quand tu regardes les hommes politiques, quand tu regardes, je sais pas, le garagiste du coin, en fait, c'est quand ils existent dans l'œil de la femme qu'ils se sentent quelqu'un. Tu vois, que leur confiance est là. En revanche, regarde souvent les hommes qui n'ont pas d'attraction auprès des femmes. C'est souvent des personnes qui sont introverties, etc. Je sais pas si ça fait sens pour toi. Et voilà, est-ce que tu peux me dire du coup quel a été ton rapport aux femmes et comment est-ce que tu perçois ce rapport que les hommes en règle générale, au-delà de toi, on peut avoir avec ces demoiselles? Ouais. Ça m'a mis du temps à le comprendre, mais c'est clair que j'ai pas eu le même rapport aux femmes que la plupart des personnes ont, pour la simple et bonne raison que le jeu a toujours été plus simple pour moi. J'ai toujours attiré l'œil depuis que je suis bébé. Faut savoir que quand ma mère m'emmenait au centre commercial et que j'avais 1 an ou 2, elle me mettait des lunettes de soleil pour qu'on arrête de nous arrêter. Et pour qu'on arrête de lui demander, mais ce sont les yeux à qui? Ce sont les yeux à la mère, au père? Des fois même limite, les gens ne comprenaient même pas que c'était ma mère, alors que ma mère est métisse. Enfin, c'est pas mon portrait craché, mais tu vois une mère métisse avec un enfant métisse, des fois, elle lui demandait si c'était vraiment ma mère. Mais elle a les yeux bleus? Non. Ni mon père, ni ma mère. Ok, donc c'est peut-être pour ça que... Oui, c'est probablement pour ça. Mais tous les jours, elle se faisait arrêter pour ça. Et si tu veux, moi, ça m'a suivi pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et donc, j'ai toujours attiré le regard. Donc, forcément, mon rapport par rapport aux femmes est différent de la plupart des hommes, je pense. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des hommes qui s'inventent, non, je vais pas dire qu'ils s'inventent, qui ont des quêtes et qui parfois font des choses exceptionnelles d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue business, d'un point de vue argent et parfois même qui ont l'air d'être portés par un message et c'est vrai que dans le fond, tu te rends compte que ce qui les a portés au final, c'était de plaire enfin aux femmes. Et je dirais que je peux pas juger ça. On peut pas juger ce qui peut motiver quelqu'un à réussir et je peux parfaitement comprendre que de même que moi j'ai jamais eu ce problème, quelqu'un qui naît désavantagé et qui n'attire jamais aucun regard, je peux totalement comprendre le fait qu'il fasse tout le nécessaire pour pouvoir arriver tout en haut et avoir le choix. Si. Là où ça me pose problème, c'est quand je vois le comportement de certaines personnes qui, lorsqu'ils sont arrivés en haut, ne respectent plus du tout les femmes, ne respectent plus du tout les hommes, respectent absolument personne parce qu'ils estiment qu'ils ont travaillé trop dur pour en arriver là et que donc personne n'a plus rien à leur dire et ils doivent le respect à personne. Je pense qu'il faut à un moment donné se cadrer et toujours garder un respect. Tu as des êtres humains en face de toi. À un moment donné, personne est au-dessus, personne est en dessous. On peut se regarder droit dans les yeux, se respecter et ça doit être pareil entre les relations entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, c'est vrai que tu as des hommes, une fois arrivés en haut, qui se sentent un peu trop tout permis. Donc toi, en gros, ce que tu es en train de dire, parce que je pose la question pour la communauté comme ça, voilà, on saura. T'as jamais eu de période charo? T'as jamais eu de période où t'étais amené, voilà, à goûter quoi, à goûter un peu, tu vois? J'ai été un charreau, j'ai été un chasseur, j'ai chassé ma femme, j'en ai chassé, mais j'ai chassé par plaisir parce que j'avais faim, pas pour me prouver quelque chose. Ou si, peut-être pour combattre d'autres facteurs à certaines époques, ma timidité. Je me souviens, j'étais au lycée avec un pote et à un moment donné, il m'a aidé à me surpasser. C'était typique le genre de mec, on était au lycée, je me souviens encore, et il me dit va parler à cette meuf. Ouais, jamais de la vie, tu vois. Mais ça y est, il met au défi, donc j'y vais. Le défi là, le genre de défi. Voilà. Mais tu sais, ça me faisait halluciner parce que lui, il avait aucune difficulté à le faire. Et presque à chaque fois, ça fonctionnait. Et c'est là que j'ai compris que, en vrai, l'enveloppe physique, c'est pas ce qui compte le plus pour aller séduire des femmes. C'est plus ton audace, ton charisme. Et je pense que tout ce qui est lié aux finances et tout, justement, ça te donne la confiance en toi. C'est réellement la confiance en toi qui te permet de pouvoir être attractif, je pense, auprès des femmes. Tout comme nous, d'ailleurs, hein, les femmes qui, je trouve, attirent le plus le regard sont celles qui ont le plus confiance en elles, qui se trouvent le plus belles, qui sont sûres de leur force. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais je suis carrément d'accord. Juste avant que je te donne ma toute petite expérience. Of course. Non, mais en fait, du coup, est-ce que pour toi, il existe corrélation entre jauge de confiance chez les hommes par rapport en fait à ce rapport d'attraction envers les femmes? Je te dis ça parce que tu vois, toi et moi, en fait, on a parlé un petit peu de la série Tapis.
Et derrière, tu vois, cette série, moi, c'est déjà un personnage que je kiffais, tu vois, de par la complexité, tu vois, du personnage que c'était. Mais derrière, j'ai regardé énormément de reportages, de documentaires, d'interviews, et j'ai notamment vu une interview de sa femme, j'ai vu une interview de son fils, en gros, dans lesquels ils étaient amenés à dire que ce gars-là, en fait, ce qu'il a été chercher là tout là-haut, c'était principalement pour impressionner sa femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet homme qu'on voyait avec un énorme charisme, qui a cassé mais tous les codes, c'est-à-dire que le mec, il est passé de vendeur d'aspirateurs à ministre de la République, frérot. Tout ça, c'était pour impressionner une femme qui n'était pas de son sérail, parce que c'était une femme dite de la bourgeoisie. Lui, c'était un mec, tu vois, de banlieue, et il a été, mais focus dans l'idée d'avoir à impressionner cette femme. Pareil, j'ai regardé, alors là, tu vas dire, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, il faut savoir que je dors pas la nuit. Je passe mon temps, alors à bosser, beaucoup, je travaille, mais je passe également mon temps, tu vois, à regarder des trucs comme ça. Et pareil, frérot, je regardais l'histoire de Louis de Funès. Là, c'est pour les anciens, hein. Mais en gros, on t'explique que ce gars-là, il avait un talent de ouf. Tout le monde disait que c'était un génie. Mais il a percé, frérot. Il avait quasiment 50 piges. Tu vois. Il était déjà assez âgé. C'est un mec qui a fait plein de petits boulots. Il était pianiste dans des bars et tout. Et il a réussi assez jeune pendant l'occupation allemande. Tu vois. Donc, après la deuxième guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, il a rencontré une femme de qui il est tombé amoureux. Il l'a sauvé, frérot. Enfin, sauvé. En gros, elle était importunée par un soldat allemand. Et il est arrivé en lui disant, s'il vous plaît, monsieur, c'est ma femme, tout ça, laissez-la tranquille. Et du coup, le haut gradé allemand, il a vu ça, il a dit bon, ok. Et elle, tu vois, tu vois, mais comment mon prince charmant vient me sauver que ça? Et pareil, on t'explique que ce mec-là, il avait pas énormément de moyens, mais il avait juré à sa femme de lui dire, tu vois, je sais que t'as grandi dans un château, je sais que t'as eu un confort de vie. Aujourd'hui, tu m'as accordé ta confiance alors que je suis rien ni personne entre guillemets. Je le ferai. Et frérot, quand il a percé, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un château et il a acheté un hôtel particulier au travers duquel elle avait la possibilité d'avoir la vue sur le jardin, tu vois, dans lequel, enfin, elle avait une maison qui était juste à côté de cet hôtel particulier quand elle était petite. Et lui, il a tout fait pour réussir, tu vois, à atteindre cet objectif. Plein d'exemples, je suis long, mais pour te dire que, est-ce que pour toi, il existe corrélation entre cette confiance que tu peux avoir parce que tu existes dans les yeux des femmes et le fait d'avoir, tu vois, à exploser tes objectifs, quoi, et surtout avoir cette confiance. À titre personnel, tu veux dire? À titre personnel et même à titre plus global. Ouais, plus global également. Déjà, personnellement, il y a rien à voir entre des femmes qui me regardent dans la rue et ma femme qui me regarde. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ouh, le gars amoureux. Aïe, aïe, aïe. Non, mais faut être honnête. Non, c'est bien, pas du tout le même regard. C'est comme le regard de mon fils envers moi, c'est comme le regard de ma mère ou mon père envers moi. Voilà. Ce sont des regards qui comptent, même qui me portent, qui me drive. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, avoir une vraie relation, une relation saine, ça peut te permettre de t'emmener à des niveaux supérieurs et ça peut t'amener à certains niveaux de réussite. Moi, quand j'ai rencontré madame, j'avais rien, elle avait un master, elle allait bientôt avoir un bon boulot, un statut cadre, et pendant très longtemps, c'est elle qui a tenu la baraque. Mais au fond de moi, je savais où je voulais aller. Elle croyait en ce projet, mais bon, il y avait aussi la partie risque, hein, j'aurais pu ne jamais y arriver. Il y a eu des moments où on a trimé, d'ailleurs on va parler de nos parcours un peu après, mais il y a eu des moments où ça a été extrêmement compliqué, et il est évident qu'aujourd'hui, au plus je réussis, au plus j'ai envie de lui rendre l'appareil, et au plus j'ai envie de voir la fierté dans ses yeux. Et oui, c'est quelque chose qui drive, mais je ne pense pas. Tu vois, peut-être que pour Tapi et pour Funès, ça a été le cas, mais je pense pas que ce soit totalement vrai, que ce soit leur seule motivation. C'est un facteur qui motive, mais je pense que c'est même pas sain en fait. Il faut que tu fasses les choses pour toi déjà. Il faut que ça te fasse plaisir. Il faut que tu puisses te visualiser dedans. Il faut que tu le fasses aussi pour tes proches. Et je trouve que le bon équilibre, en fait, il se passe à 3 niveaux. Toi, personnellement, tes proches et le reste du monde, justement. Est-ce que ce que tu fais est cohérent? Est-ce que tu as la sensation que ce que tu fais, ça apporte quelque chose aux éléments extérieurs à toi? Donc voilà un peu ma vision par rapport à quelqu'un qui arrive à réussir dans ce qu'il fait. Et toi alors, dis-moi. Mec, tu sais, c'est super intéressant tout ce que tu as partagé avec nous parce que j'ai pas du tout eu le même parcours que toi. Pas du tout. Et d'ailleurs, pour le raconter, je vais me rapprocher un peu parce que je suis un peu éloigné du micro là. J'ai le dos courbé. Voilà. Là, je suis mieux. Là, je suis installé. Non, frérot, j'ai pas du tout le même parcours que toi et le même rapport aux femmes de par ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le regard.
Moi, en fait, j'étais de ces gars, mais qui au collège, et même moi en vrai, ce qui est très bizarre, et je peux pas l'expliquer, tu vois. Moi, j'ai été très sensible au regard, je veux pas dire du coup des femmes, je veux dire des filles, mais dès la primaire, frérot. C'est-à-dire que quand je me rappelle, tu vois, de sentiments que je pouvais éprouver, etc., frérot, ça a commencé à la primaire. Je sais pas le pourquoi du comment, tu vois, mais je sais que... Mais c'était quoi? C'était un regard que tu cherchais ou... Un regard que je cherchais, je voulais exister auprès de certaines filles que je trouvais, tu vois, jolies, attrayantes, etc. Ah, moi, je voulais fuir, moi. Ouais. On me regardait tellement que je voulais juste me cacher et ne pas exister des fois. Mais tu vois, c'est là, et c'est en ce sens que le contraste, il est intéressant, parce que moi, frérot, mais j'étais pas coté du tout, mec. C'est-à-dire que personne me calculait. C'était compliqué d'avoir la possibilité de plaire à une go, mon gars. C'était dur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un célèbre philosophe qui dit, le philosophe, je sais pas, tu le connais, si tu le connais, le philosophe B2O, le duc de Boulogne. Il dit, te souviens-tu quand les négros n'étaient pas à la mode? Mon gars, moi, j'ai connu cette période-là, tu vois, où très clairement, c'était très compliqué d'exister dans l'œil des meufs quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai nourri une frustration primaire. Bon, t'as vu, c'était des petites amourettes, mais collège, où là, tu rentres dans l'adolescence, etc. J'ai nourri une frustration parce que, en fait, évidemment, les filles qui me plaisaient, ben, c'était pas celles... en fait, elles me calculaient pas, frère. Tu vois. Et c'est celle dont je me fichais un peu, que voilà. Et en gros, je t'explique ça pour te dire que moi, je sais que ça a joué très fortement autour de cette période-là de collège, donc t'as 12, 13, 14 ans, sur ma confiance en moi, tu vois. Et surtout le reflet que j'avais de moi dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça vaut ce que ça vaut, tu vois, mais c'est la pure et stricte vérité. Et puis on a dit qu'on parlait français ici. Donc on dit les choses, tu vois. Clairement. Tu vois, l'avènement et la portée au statut de star de gens comme Will Smith, de gens comme Michael Jordan, de gens comme Eddie Murphy, tu vois, à l'ancienne, bah ça m'a permis, parce que du coup, tu vois, les meufs ont commencé à se dire, mais en fait, t'as des Renois, ça passe en fait un peu, tu vois, c'est un peu différent. Et ça m'a permis d'arriver au lycée, et c'est pour ça que je voulais te parler de confiance par rapport à ce que tu peux représenter dans le regard des femmes. Au lycée, ça a été, quand je suis arrivé au lycée, là par contre, ça a été la guerre totale. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais été affamé pendant des années et que soudainement on me disait, bon, qu'est-ce que tu veux? La glace, tu veux la pizza, tu veux le burger? Tout était ouvert. Tout était ouvert, mon gars, tu vois. Et du coup, je suis rentré dans une phase, c'est pour ça que je te demandais, mais toi t'as pas eu de phase Charo. Je suis rentré dans une phase avec le recul aujourd'hui qui m'a servi, parce que du coup j'ai eu un regard sur moi totalement différent et qui me permet surtout aujourd'hui d'être totalement détaché de ça, tu vois. Mais cette période-là m'a permis en fait d'avoir une dose de confiance, mais en moi, en la vision que je pouvais avoir, en ce que je pouvais réaliser aussi. C'est le dernier podcast, je crois, où je te demande est-ce que en tant qu'homme, non, c'est peut-être le premier, je sais plus. Est-ce qu'en tant qu'homme, tu sais, le skills qu'il veut, qu'il faut aller vers une femme, tu sais, essayer de la faire rire, essayer tu vois, de la tchatcher pour réussir à avoir son numéro ou son snap ou quoi, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Eh ben, c'est clair. C'est des choses que j'ai développées et qui ont participé, en fait, si tu veux, à construire. Je parle vraiment de la confiance que j'ai eu en moi et la manière dont j'étais amené à me projeter vers l'extérieur, parce que de base, je sais que t'as des gens aussi qui disent mais non et tout, je suis quelqu'un de grave introverti, mais clairement, tu vois, j'irais plus introverti que timide, parce que voilà, quand les gens venaient me parler ou quoi, j'étais le bout en train et tout, mais par contre, j'avais du mal, tu vois, à aller vers les gens, et je suis un quelqu'un en société qui, tu vois, ça me demande de l'énergie en fait, tu vois, d'avoir à être présent, etc., à partager, même si ça se voit pas du tout, je sais, on me dit très souvent ça, mais la réalité c'est ça. Et moi, je sais que ça a eu un impact de fou. Aujourd'hui, je vais le dire quand même, parce que sinon, je peux me manger un coup de pression. Je suis amoureux. Voilà. Tout va très bien dans ma vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais je le dis parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as mentionné que tu as des hommes, en fait, quand ils arrivent à un certain stade, soit de notoriété ou de richesse ou quoi, ils perdent les pédales totales, tu vois. Et ils rentrent même dans des trucs scabreux, tu vois, des trucs un peu chelous. Oh oui. Mais moi, en fait, du constat que je fais, du garagiste, du plombier jusqu'aux plus hautes instances de l'État, le rapport de l'homme à la femme,
il est spécifique quand même. Il est spécifique, il est personnel, il est personnel au parcours de chacun, et c'est pour ça que je dis que moi je me rends compte qu'au final mon regard n'est pas à l'image de la plupart des personnes qu'il y a autour de moi. En revanche, j'influence les personnes qu'il y a autour de moi, et tu vois, moi je suis quelqu'un, très rapidement j'ai su que j'avais besoin d'une relation stable en fait. Ça ne me va pas d'aller papillonner à gauche à droite. Je l'ai fait à une période et je me sentais tellement vide. J'ai besoin de construire quelque chose de profond, de sérieux, une vraie connexion, tu vois. Et il faut se connaître. Et je me souviens qu'à l'époque où je recherchais ce type de relation, la plupart des mecs autour de moi, on était les potos, on était dans la fête, on était dans la mala, fallait pas nous parler de toutes ces histoires. La mala. Surtout que nous, on aimait faire la fête, tu vois, on aimait aller danser, on allait dans les meilleures soirées de Paris, je faisais même de la kizomba, de la salsa et tout, ouais. Regardez-le lui là. On a envoyé, non, on paraît t'a vu discret, à l'époque des tresses, on t'a vu tout ça. Non, on mettait des petites duracs de temps en temps. Non, bien, si. Non, mais ouais, c'était une belle période, mais j'avais cette sensation de vide que la plupart de mes amis n'avaient pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette tendance est inversée, parce que maintenant, ça fait depuis 7 ans que je suis en couple. Et je vois que, voilà, il y a certaines personnes, sur ces 100 ans, à l'époque où ils vivaient leur célibat à fond, depuis qu'ils ont vu le type de relation que j'ai nourri, bon, bien évidemment, dans une relation, il y a des hauts, des bas, mais quand même, j'ai senti qu'il y a eu une influence, et maintenant, je vois mes amis qui sont beaucoup plus à la recherche de ça, quoi, de cette vraie connexion, de cette vraie personne sur laquelle on peut compter, avec laquelle on peut rire, avec laquelle on passe le plus gros de notre temps aussi, puisque sur la phase d'adolescence et début adulte, on passe beaucoup de temps avec ses amis. Au bout d'un moment, quand tu es dans une relation de couple, tu passes de moins en moins de temps avec tes amis, donc par rapport à tous ces éléments-là, je pense que tout ça est amené à évoluer. Aussi par rapport à des mots de société, je pense qu'il y a certains moods qui sont à la mode, peut-être en fonction de nos âges, mais en fonction aussi de ce qui est véhiculé dans les médias. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui défend la relation, qui défend la construction familiale. Et je pense que si on nous apprenait un peu plus tôt justement comment nous comporter, comment gérer les relations hommes-femmes, en quoi c'est important, je pense que ça nous aiderait beaucoup plus, sachant qu'on sait qu'une société forte, c'est une société avec des familles fortes. Autant quand j'étais jeune, je défendais le fait que le mariage c'est pas important, on peut rester célibataire à vie, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me rends compte quand même de l'importance que c'est dans une société et dans un monde tout simplement, d'avoir des familles fortes, des couples unis, voilà. Je suis tellement aligné avec ce que tu dis dans la mesure où la vérité se trouve dans le rapport que tu arrives à développer avec la personne qui te fait face. En fait, c'est tellement vil, effectivement, d'aller à picorer. En fait, tu te remplis pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça nourrit ton ego. Énergie. Voilà, tu uses ton énergie, tu vois. On pourrait même aller jusque là. Et ton argent. Et ton argent, effectivement, par voie de conséquence. Et on vous montre comment le gérer. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Mais il y a rien de plus beau que ça. Et dans tous les sens de la relation, tu vois. Tu te rends bien compte que il y a quelque chose de bien plus puissant et il y a pas de commune mesure avec ce que tu peux développer, tu vois, quand t'es de gauche à droite. On évolue dans une société et on traverse une génération qui est, on appelle ça, tu sais, la génération du choix. En fait, tu te rends compte qu'on évolue dans un monde où, en vrai de vrai, tu peux être amené à te poser tous les jours la question de savoir est-ce que je suis vraiment avec la meilleure personne, en fait. Ouais. Parce qu'en vrai, t'es à 2 clics d'avoir à faire les choses avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est réel, c'est-à-dire que l'avènement de sociétés comme Tinder, l'explosion de comptes comme OnlyFans, etc., fait que on est dans une forme d'immédiateté et ces réseaux sociaux ont créé une forme de proximité qui fait que t'as des gens en fait qui négligent leur relation parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être mieux dehors. Et je suis 100% aligné avec l'idée de dire que il faut qu'on puisse réussir en fait à faire comprendre l'importance du cercle familial et le respect qu'on peut avoir pour la nature de la relation que tu construis avec l'autre. Tu parlais de haut et de bas, comprendre qu'il y a effectivement des phases et ne pas, t'as vu, prendre la poudre d'escampette au premier clash, au premier truc, essayer de comprendre l'autre. Et c'est bateau de ouf, mais communiquer quoi. Ouais. Tu vois, communiquer. Quand t'as l'impression d'avoir trouvé ta personne, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et franchement, comme toi, moi aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé ce soutien. Il y a des chefs d'entreprise qui te disent que le véritable secret quant au succès que tu vas avoir dans ta journée entrepreneuriale,
c'est le choix de ton ou ta partenaire. C'est tu évident. valides ça? C'est évident à 200%. Moi, ma best partner, c'est ma wife. Hein. Non, aujourd'hui, tu es dédicacé, là. Non, mais je dis ça dans le sens où dès que j'ai un doute, dès que j'ai, enfin, parfois, moi, je sais que je la saoule même. Quand je rentre à la maison, que j'ai des trucs en tête, il faut que ça sorte. Tu veux que j'en parle à qui? Je vais pas t'envoyer des messages à toi toute la journée. Tu peux aussi, mais bon. Non, mais madame, elle est là et en plus, elle m'aide vraiment, tu vois. Les neurones travaillent pour de vrai, même si je sais que ça la gonfle très souvent. Mais même à côté de ça, c'est elle qui m'aide à me détendre, c'est elle qui m'aide à passer à autre chose et je trouve ça tellement évident. Seul, même si t'as l'impression des fois que seul tu peux aller beaucoup plus vite, je trouve qu'à un moment donné, ce qui te donne cette essence, cette motivation, c'est effectivement cette cellule là. Cette cellule, ce coffre que tu as à l'intérieur de chez toi et que tu construis au quotidien. Donc oui, moi j'encourage toutes les personnes je sais pas si je peux vous encourager, mais je vous souhaite un maximum de bonheur si un jour vous trouvez la bonne personne et soyez patient. Tout le monde évolue au cours d'une vie et je pense que c'est pas facile de se mettre avec quelqu'un et de voir qu'on perd nos repères par rapport à une début de relation. Tu sais, on entend souvent mais elle a changé, je retrouve plus la personne que j'ai connue. Mais en fait, c'est normal. Ça fait partie du process. Quand tu te mets avec quelqu'un, faut pas s'attendre à ce que cette personne reste à l'image de ce qu'elle est toute sa vie. Si. On évolue, tu évolues et l'idée justement pourquoi il faut communiquer, c'est pour refaire le point et pour redécouvrir les personnes que vous êtes, sachant que vous évoluez par rapport à votre âge, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport des fois à je ne sais quoi, mais c'est important justement d'être souple à ce niveau-là et de comprendre que le but d'une relation de couple, c'est pas de rester toujours comme vous êtes, mais c'est plutôt d'avancer continuellement ensemble, l'un à côté de l'autre, en essayant de vous laisser de l'espace, en vous accompagnant aussi dans vos aventures. Et c'est, pour moi, c'est le travail d'une vie. Hein. C'est plus dur que réussir un business ou. De ouf, parce que on le sait, c'est une question de compromis, c'est une question d'essayer de faire le travail de comprendre l'autre. Et quand tu vois les relations tendues qu'il existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes, de part c'est toujours la même chose. Hein, tu vois, cette nouvelle façon de penser, cette approche woke des choses, etc. Des fois, ça peut créer des frictions et remettre, si tu veux, en cause ce qu'on est amené à faire pour essayer de construire cette relation. Mais pour juste terminer autour de ce thème, est-ce que tu penses du coup qu'on peut rester avec la même personne jusqu'à la fin de ses jours? Oui, c'est évident. Enfin, moi, je l'ai vu avec mes 4 grands-parents. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout de leur vie. Ça n'a pas été toujours simple, hein, ça n'a pas été toujours lisse, mais je suis sûr d'une chose, c'est que peu importe le partenaire ou la partenaire de vie que tu auras, il y aura des moments où tu vas détester cette personne. C'est pareil avec tes parents, c'est pareil avec tes frangins, c'est pareil avec tes amis. La vraie question, c'est qui est-ce que tu choisis de détester à ces moments-là? Elle est là la vraie question. Et bien évidemment, j'espère que la personne qui est en face de toi acceptera de te détester de temps en temps. Ça fait partie d'une relation. Oui, je pense qu'on peut rester jusqu'au bout de notre vie avec une personne. Et après, si tu veux rebondir sur les affaires de polygamie, monogamie, je pense que c'est plutôt une histoire culturelle. Je crois au polyamour et je pense que c'est un choix. On peut décider de rester qu'avec une personne ou d'avoir plusieurs amours dans notre vie. Maintenant, je vois un peu ça comme un tuyau d'arrosage, l'amour, tu vois. Au plus tu fais de trous, au moins t'as d'eau à la fin. Et bien évidemment que si tu as une relation amoureuse, tu es beaucoup plus apte à lui donner. Alors que au plus tu multiplies, au moins tu peux donner à une personne. Après, c'est une affaire de philosophie. Si vous êtes plusieurs à avoir un polyamour, ça peut aussi fonctionner. J'ai envie de dire qu'il faut être partageur. Moi, je sais que j'aime pas trop partager, tu vois. L'image du tuyau d'arrosage là, non, c'est sexy, hein. Pas mal, hein. C'est pas T'as mal vu les images? Non, franchement, pas mal. Surtout que tu vois, elle image très bien le sujet en fait. Moi, je pense ou j'aime à penser aussi que c'est totalement possible. Et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je souhaite, tu vois, à tout le monde vraiment. Après. Sur cette notion d'avoir, tu vois, à évoluer, à changer, à voir les choses différemment, à tourner son visage vers, tu vois, une direction qui nous convient mieux. Est-ce que tu es sûr qu'en tournant ton visage vers cette direction, ça peut également être la direction de l'autre? C'est des questions que je me pose, tu vois, et ça ne me fait pas dire que c'est pas possible d'être avec la même personne jusqu'à la fin de ses jours. Ça m'interroge, tu vois, ça m'interroge sur cette question, parce que tu vois, t'as des gens qui disent que il faut pouvoir accepter quand tu es de passage sur cette terre, qu'en fait, t'as des cycles en fait, t'as des phases, et que parfois
il se peut que la phase que tu vas embrasser par la suite n'est pas forcément en corrélation ou en accord avec la phase à laquelle est la personne à laquelle tu es, tu vois. Et est-ce que pour autant il faut cracher sur ce que vous avez connu ou te forcer, tu vois, à trouver des convergences alors que très clairement il est évident que c'est compliqué, tu vois. Je sais pas ce que tu. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, quand j'ai répondu à la question, je t'ai dit, bien évidemment qu'on peut rester toute notre vie avec une personne, mais ce n'est pas une obligation. C'est ça. Ici, on est tous des individus, on a tous des parcours et des destins différents. Parfois même, tu peux ne pas rester avec la personne par rapport à des éléments que tu maîtrises pas. Je pense au décès, par exemple. Quand la personne décède, qu'est-ce que tu fais? Faut continuer à vivre. Et c'est ça la vie, t'as un aspect libre arbitre, donc tu as le choix de ce que tu fais, mais t'as aussi un aspect conditionnement. Tu ne maîtrises pas tout dans une vie. Et parfois, c'est vrai que les cycles sont plus ou moins longs, plus ou moins court, et il faut savoir le respecter, il faut savoir lire les choses, et je ne suis pas de ceux non plus qui disent qu'il faut forcer le game. Si à un moment donné vous sentez que vous êtes au bout du chemin, et que pour le mieux de vous deux, il faut vous séparer et aller vers quelque chose d'autre, faites-le. Je suis totalement aligné avec ça, hein. Il faut être intelligent face à la vie et face à ce qui se passe. C'est réel, c'est réel. Mon gars. À mon tour. Ouais, je pense qu'on a fait le jour de la question. Justement, tu vois, on a un peu parlé de nos parcours. On s'est plutôt centré sur l'aspect amoureux. Mais est-ce que tu peux est-ce que on peut un peu délivrer nos parcours professionnels? Je pense que les personnes aimeraient bien savoir ce par quoi on est passé, pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu peux commencer? Ouais, je vais essayer d'être concis quand même parce que il y a tellement de choses à dire. Moi, je considère avoir commencé mon parcours professionnel il y a une quinzaine d'années, tu vois. La réalité, c'est qu'avant, j'ai fait des petits boulots et tout. Je suis passé par les McDo, par les préparateurs de commandes, par tous ces boulots, tu vois. Voilà, tu vois. C'est vrai que c'est important de le dire. C'est vrai qu'on néglige un peu. Oui, c'est du temps que t'as donné, c'est de l'énergie. C'est réel. Et d'ailleurs, tu sais, pendant une longue période, quand je recherchais du taf ou quoi, je laissais bien le fait que j'avais bossé au McDo parce que ça prend énormément, frérot. Franchement, tous ceux qui ont bossé à McDo savent. C'est une dinguerie. T'as bossé à McDo, toi? Non. Ah, ok, d'accord. Mais j'ai des amis qui ont bossé à McDo et je sais que à un moment donné, tout le monde dit McDo, mais ça demande quand même une certaine discipline, une certaine rigueur, c'est ça. Des automatismes. C'est comme t'as fait en usine, hein. Vraiment. Et je le vendais, tu vois, quand j'arrivais en entretien, en expliquant que j'étais polyvalent. Pour de vrai, d'ailleurs, le thème de l'intitulé du poste, c'était équipier polyvalent. Donc ça veut dire que tu peux être à la caisse, tu peux être en train de faire les frites, tu peux faire des burgers, tu peux nettoyer le sol dans les toilettes, tu peux à l'époque on appelait ça le compacteur, donc tous les burgers là qui jettent là. En fait, tu faisais tout, mon frère, dans le truc. Et ça t'a pas dégoûté de McDo du coup de bosser à c'est McDo? Ça qui est fou, l'histoire de la pastille là, c'est peut-être vrai, mon gars. Parce que non, ça m'a pas dégoûté. Franchement, j'ai bossé là-bas et tu sais, t'avais la possibilité de manger, t'avais des points pour manger et tout, et j'ai toujours mangé là-bas, ça m'a pas dégoûté. Je pense que la pastille là sous les burgers là, je pense que c'est réel. Toi, tu vois. T'étais un vrai fan du McDo, toi. Non, tu tapais le 280. Non, le 280 c'était pas trop mon truc. Mais j'aimais tous le Big Mac, la base, tu vois. Non, franchement, j'aimais bien McDo, et ce que j'aimais par-dessus tout, évidemment, c'était l'ambiance, parce que tu sais, il y avait que des jeunes, il y avait aussi des jeunes filles. Donc tu vois, je reviens au sujet précédent. Je reviens au sujet précédent, et du coup, j'ai fait tous ces boulots là, évidemment. Mais mon destin a quelque peu tourné quand après être passé par la case musicale, puisque dès que j'ai terminé mes études, pendant 5 ans j'ai mis ma vie entre parenthèses parce que je voulais absolument percer dans la musique. Donc j'étais au RSA, je touchais 300, à l'époque c'était 350 balles, 350, ouais, un truc comme ça, 80 balles par mois que tu touchais, et j'acceptais ça parce que je voulais absolument percer, tu vois. Je voulais poursuivre ce rêve-là. Bon, moi je voulais de la musique, la musique ne voulait pas de moi. Force a été de constater que ça s'est passé comme ça, mais la rencontre en fait avec quelqu'un. L'histoire n'est pas finie. Ouais, clairement. Ouais, peut-être, hein. Sait-on jamais. Je l'ai d'ailleurs annoncé sur mes réseaux, mais en fait, un jour je suis chez moi, il y a un mec qui me passe un coup de fil et qui me propose d'investir sur des solutions d'épargne et de placement. Évidemment, je lui dis non, écoutez monsieur, je pense que vous êtes trompé, vous êtes ici dans la cité, donc j'étais à l'époque dans le 9-4 à Champigny. C'est ça, vous êtes là au 12e étage, vous vous êtes trompé. Et en fait, on commence à sympathiser et le mec me propose un entretien en fait. Tu vois, de base, il m'appelait pour me vendre une solution d'épargne et il me propose un entretien, et dans l'échange, il m'évoque le fait qu'il travaille en partenariat avec les établissements Rothschild. Je me suis dit wow, tu vois,
parce que je connaissais pas la banque, la finance ou quoi, mais Rothschild, on connaît quand même cette famille, tu vois. Donc je me suis dit, Et puis quand il m'a proposé l'entretien, il me dit que les locaux sont dans le 92, à Boulogne. Et pour moi, 9-2 Boulogne, je reviens à notre gars de tout à l'heure, pour moi c'était le Duc, tu vois ce que je veux dire? Mais je savais aussi que c'était l'une des villes les plus riches d'Île-de-France. Donc je me dis, attends, c'est bizarre ça. Attends, le gars il m'appelle et tout. Finalement, je fais l'entretien. Je passe l'entretien haut la main et c'est comme ça que je rentre dans le métier, dans le secteur de la finance et que je découvre du coup et que j'apprends le métier de consultant en gestion de patrimoine. Ce qui est très fort, c'est que quand j'arrive là-bas, c'est la première fois de ma vie qu'on me proposait de faire un job pour lequel je devais être au bureau du lundi au vendredi, de 9h à 20h. Mais à la fin du mois, il n'y avait pas de salaire. C'est-à-dire que je n'étais rémunéré uniquement que si j'avais du résultat. Salaire n'existe pas. Quelle école, frérot. Quelle école. La persuasion, l'argumentation claire et intelligible, le fait d'être persuasif et surtout aiguisé dans ta manière de présenter les choses, le fait d'avoir une rhétorique impeccable, ça m'a appris tout ça. Ça a été vraiment 4 ans incroyables. Mais après 4 ans, j'ai eu l'impression d'avoir compris les rouages du métier et là, j'ai décidé de créer moi-même mes propres cabinets. Donc j'en ai créé un premier spécialisé dans la vente de produits santé, donc tout ce qui est mutuelle, prévoyance, ce genre de choses. Et j'en ai créé un second 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, plutôt spécialisé dans la vente de produits financiers. Et donc j'ai accompagné des chefs d'entreprise, j'ai accompagné des particuliers et je les aidais en fait à créer ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. C'est-à-dire que quand on me demandait, moi j'ai besoin de vos services pour défiscaliser, je les aidais. Moi donc payer moins d'impôts. Quand on me demandait, j'aimerais me constituer un capital pour protéger mes enfants. Je leur mettais des choses en place. D'autres me demandaient de mettre en place des solutions pour pouvoir se prémunir une fois leur retraite déclarée. Je les aidais. D'autres souhaitaient tout simplement développer ce qu'on appelle des parcs immobiliers. Et donc, je les aidais à la recherche de biens, je les aidais à la recherche de locataires, etc. Et tout ça, en fait, ça a été une expérience tellement riche que j'ai fait tellement de choses. Franchement, je veux pas tout dire là parce que c'est trop long, tu vois. Mais ça m'a permis d'aller partout. J'ai eu comme partenaire les plus gros établissements financiers français. J'ai à un moment donné été consultant pour un groupe luxembourgeois avec lequel les choses se sont très très bien passées, surtout au niveau pécunier. J'ai eu l'occasion de former et d'accompagner des gens sur le terrain, une expérience incroyable. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, et je le disais je crois dans le 2e épisode, d'être centré et d'avoir trouvé ma mission de vie. Ikigai. Ah ouais, clairement. Parce que aujourd'hui, je sais que je suis en capacité d'apporter de la véritable valeur à la cible que j'ai choisie. Et en l'occurrence, je parle des afro-descendants, tu vois. Donc toujours autour de l'éducation financière. Et pour finir, je suis cofondateur de la Nekao School avec mon ami Loïc, mon Louis ici présent. Donc voilà, en gros, tu vois, mais il y aurait tellement de choses à dire. Juste pour finir, expliquer que là, j'explique ça comme ça, mais que entre-temps, je suis tombé sur des gens qui ont tenté de porter plainte contre moi pour expliquer que on avait fait des malversations avec eux sur certains points. J'ai eu des associés qui m'ont trahi. Quand je parle de trahison, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, tu vois, parce qu'en réalité, je dis ça comme ça, mais il y a eu tellement de choses, tu vois. Et si je prends la parole, en fait, je vais rester 1 heure, mais en gros, j'ai eu des associés en fait qui ont créé des business dans mon dos avec d'autres structures et donc qui ont déporté le chiffre d'affaires qui devait être fait dans la société ailleurs. Il y en a d'autres qui, notamment dans l'aventure luxembourgeoise dont je venais de te parler, à un moment donné, il y avait tellement d'argent qui ont commencé à mettre des bâtons dans les roues pour essayer de se faire mieux voir et nous couper du partenariat qu'on avait créé avec cette boîte. Il y en a tout simplement une autre parce que c'était une femme. J'ai découvert alors qu'elle était chargée de tout ce qui tient à la gestion d'entreprise et notamment aux finances. J'ai découvert en fait qu'elle volait dans la caisse. Frérot, tellement de choses que honnêtement il faudrait un podcast entier pour parler de ça, mais on le fera peut-être un jour, tu vois, où j'expliquerai précisément ce qui s'est passé. Mais en gros, je suis là, je suis pas mort et je suis plus que jamais mais affamé et très excité quant au nouveau challenge en fait qui nous fait face, qui pour l'instant j'ai l'impression se passe plutôt très bien et quand je dis j'ai l'impression on se comprend. Non, les choses prennent totalement la bonne direction et ça a pas été un parcours sans échec pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. D'ailleurs moi j'ai l'habitude de le dire, ma réussite se résume à la somme de mes échecs. Faut savoir que par rapport à mes études, comment je les ai bouclées en foirant mon BTS. Et j'étais le seul de ma classe à ne pas avoir le BTS. J'en parle dans l'un de mes posts, mais imagine-toi au niveau de l'ego, tu vois.
J'étais dans un des meilleurs BTS de France, commerce international, lycée Marcelin Berthelot, et j'arrive à ne pas avoir le BTS. Bon, j'avoue, c'était ma faute. J'étais pas très régulier, encore à cause d'une meuf. Bon, en vrai, c'était ma faute. Non, on peut pas mettre la faute sur les meufs. C'est moi. J'étais en couple et c'est vrai que j'étais pas très assidu. C'était aussi à cause d'une mauvaise expérience que j'avais eue durant mon stage par rapport à ce BTS. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été le seul à ne pas l'avoir. Et du jour au lendemain, tu passes de BTS, l'un des meilleurs de France, à animateur en centre de loisirs, tu vois. Et là, tu as vraiment la sensation de errer. À la fois, ça te fait du bien parce que tu sais, t'es plus dans le système scolaire en fait. Je venais tout juste de le quitter et j'y étais depuis que tu commences à rentrer à l'école. Donc un sentiment de pause, mais en même temps vraiment, je me suis senti désorienté. Mais j'ai toujours essayé d'apprendre de toutes mes expériences. Donc j'ai adoré travailler avec les enfants. Derrière, j'ai essayé de développer l'aspect mannequinat. En même temps, je travaillais dans la vente, donc j'ai pu développer des skills. Derrière, je suis parti à Londres. Je suis revenu de Londres. Je me suis mis en couple et j'ai commencé la comédie. Et ça a été vraiment l'une des parties les plus excitantes de ma vie parce que on faisait ça déjà entre potes, la comédie. On faisait nos propres courts-métrages, on balançait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on a fait des millions de vues. On a vraiment impacté énormément de personnes, on a beaucoup rigolé. C'était vraiment lourd. À côté de ça, en plus, toute la post-prod, c'était moi qui la faisais, donc j'ai pu apprendre à monter, c'est là que j'ai vu la magie du montage. Tu fais un tournage, tu rigoles pas, tu fais un montage, tu rigoles. Tu vois, c'est vraiment incroyable. C'est là où la vraie magie se forme au final. Donc j'ai pu développer pas mal de skills, mais à un moment donné, je me suis retrouvé confronté face à une réalité, l'oseille, et c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de développer l'aspect un peu plus entrepreneurial. Donc j'ai fait du dropshipping, ça a été une excellente expérience. On a réussi à ramasser du cash au début, sauf qu'à un moment donné, le Covid est arrivé. Voilà. Non, le Covid a été un propulseur pour énormément de personnes, mais pas forcément pour tout le monde. Hein. Nous, les frontières en Chine, c'était bloqué, donc au résultat, on avait un décalage sur la trésor. Ça nous a découragés et donc on est passé à autre chose. J'ai essayé seul après, mais justement, j'avais plus assez de trésorerie pour faire travailler les ads sur Facebook, donc j'ai dû aller chercher un taf. Il faut savoir qu'au moment où je tombe par hasard sur la gestion de patrimoine, je recherchais tellement du taf, mec, que j'avais déposé mes CV dans des lycées, dans des collèges. J'étais prêt à tout faire, tellement j'avais besoin d'argent. Et donc, je me suis retrouvé dans la fameuse gestion de patrimoine et tout comme toi, dans un monde où on te dit, si tu signes rien, tu as rien à la fin du mois. Et donc, tu te retrouves face à un téléphone à devoir proposer des produits d'assurance, notamment aux indépendants, type infirmiers, médecins, etc. Donc tu te retrouves à te détester, à devoir appeler les gens toute la journée, mais en même temps, voilà, t'es obligé d'aller à fond parce que à côté de toi, t'as des mecs qui sont en train de signer, qui sont en train de faire de l'oseille pour de vrai. En plus, tu sais, t'as vraiment la sensation que c'est le facteur chance parce que je me souviens quand on a commencé, les personnes qui ont démarré en même temps que moi, il y en a qui ont réussi à obtenir un oui dès leur premier appel et qui ont signé moins d'une semaine après leur premier contrat. Tu vois, alors que moi, mon premier contrat, j'ai mis 3 mois à le signer. Mais Ouais, clairement. Mais ces personnes-là qui ont signé au bout d'une semaine, ils ont pas tenu un mois. Parce qu'après, ils ont pas assumé les noms. Alors que moi, pendant 3 mois, je me suis pris que des noms. Et le premier gros contrat que j'ai signé, c'était vraiment un énorme contrat, genre le plus gros de l'année, tu vois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait tenir 3 mois? T'aurais très bien pu te barrer au bout de 15 jours, 1 mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce qui te fait tenir comme ça? J'avais déjà pu développer mes skills d'entrepreneur à travers le dropshipping. Et j'avais vraiment pas envie de retourner dans le salariat. Je savais que si j'arrivais à trouver la bonne formule avec ce que j'étais en train de mettre en place, j'avais moyen de gagner beaucoup d'argent. Et j'aimais bien ce que j'étais en train d'apprendre. Je connaissais pas du tout ce monde de la finance, de l'investissement, de l'épargne. Je connaissais pas du tout. Et au plus j'en apprenais, au plus j'avais envie d'en savoir, d'en connaître. Et donc, j'y suis allé à fond. Je me suis fixé une deadline de 3 mois et j'ai signé au bout de 3 mois. Mais ça s'est joué à ça. J'aurais pu ne pas continuer. Mais ça m'a permis justement d'ailleurs de pouvoir continuer, de pouvoir faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc de trouver un autre moyen de prospecter au final que celui de téléphoner. Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment la bonne école. Aujourd'hui, il est évident, enfin, quand tu te retrouves à pouvoir convaincre des personnes qui ne te connaissent pas au téléphone, c'est beaucoup plus simple d'aller convaincre des personnes qui te connaissent sur les réseaux sociaux. Clairement. Donc ça m'a permis de développer des skills qui me rendront service toute ma vie. On dit que les meilleurs entrepreneurs sont les meilleurs vendeurs, ça ne me surprend pas du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de la réussite dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que oui, on fait ce qu'on fait parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a une vision, parce qu'on a quelque chose, mais on va pas se mentir, aussi parce qu'on a appris ces skills de vente. Et je recommande à toute personne aujourd'hui qui veut se lancer dans un business,
d'apprendre à vendre. Franchement, si vous avez aucune notion à ce niveau-là, essayez de vous former, essayez de lire des livres, essayez même de faire des stages, je sais pas, mais à un moment donné, se retrouver confronté à devoir vendre quelque chose, ça, faut vous rendre compte que ça va vous servir toute votre vie, parce que oui, au niveau de la persuasion, au niveau de juste pour pouvoir convaincre quelqu'un, ce sont des clés qui sont, pour moi, capitales quand on veut se lancer dans le business et pouvoir gagner de l'argent. Tu sais, il y avait une phrase qui avait été dite, que tu avais dite, je crois que c'était dans le premier podcast, dans le premier numéro. Je sais même plus, ou c'était dans l'un de nos lives, je sais plus. Mais bref, tu expliquais que la réalité, c'est que on n'est pas beaucoup plus fait pour le salariat Clairement. que l'entrepreneuriat. C'était le numéro 2, ça. Tu vois, voilà, donc Ouais. c'était dans le deuxième. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est réel en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement intégré l'idée que c'est bon, je finis mes études, donc il faut aller chercher le CDI, etc. Qu'on en a négligé la possibilité en fait de pouvoir se débrouiller tout seul. Alors que les choses soient claires, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est comme tout le monde n'a pas été, je prends toujours la même image, mais tout le monde n'a pas été à la fac, tu vois, parce que t'as des gens qui ont besoin en fait de cette sécurité, qui ont besoin de ce cadre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand tu décides de te lancer dans la voie de l'indépendance, quand tu décides de te lancer dans la voie de l'entrepreneuriat, il faut intégrer l'idée que tu vas passer ton temps à régler 90% du temps des problèmes. 90% du temps, tu vas gérer des problèmes. Parce que, en réalité, tu dois passer ton temps à résoudre des problématiques qui sont inhérentes à ton activité. Tu vois, et t'as 10% de sucre. Donc, c'est soit effectivement tu te sens en capacité d'aller au devant de cela parce que t'es quelqu'un qui aime le challenge, parce que t'es quelqu'un en fait qui croit en sa vision et du coup tu vas te donner les moyens d'eux. Soit tu préfères, et il n'y a pas de jugement de valeur, plutôt quelque chose de plus stable et qui va te permettre en fait de gérer le quotidien. Aujourd'hui en fait, dans le choix que tu as fait, dans le parcours qui est le tien, est-ce que tu nous as expliqué que via le dropshipping, tu as découvert du coup le fait d'être indépendant. Ça m'a fait switcher. Qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dit waouh, c'est là-dedans en fait que je veux faire quelque chose. Je préfère aujourd'hui être à mon compte, quitte effectivement à essuyer les difficultés. J'ouvre une parenthèse rapide, difficultés qu'on peut rencontrer également dans le salariat, hein. C'est pas simple non plus le salariat, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu t'es dit non, je suis un mec qui va travailler en fait à me faire confiance et à développer mes propres activités. Il y a eu plusieurs éléments. Déjà d'une, pour moi, j'arrivais pas les mains vides. Ça veut dire que au moment où je commençais, j'apprenais réellement les bases pour pouvoir convaincre quelqu'un. Parce que tu ne maîtrises rien au début quand tu commences la gestion de patrimoine. On te demande d'apprendre une phrase et je crois que je m'en souviens encore aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Loïc Montlouis de nanani nanana. Je vous contacte aujourd'hui car j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'optimiser votre situation fiscale ou d'optimiser vos solutions d'épargne. Avez-vous déjà entendu parler de ces solutions-là auparavant? Je crois que c'était quelque chose comme ça. Tu démarres avec ça. Avec ça et ton objectif c'est juste de prendre un rendez-vous. J'ai adoré l'exercice. Je sais pas comment te dire, ça a été compliqué. J'ai maigri, c'était dur, mais j'ai vraiment aimé cet exercice parce que tu te rends compte que selon l'intonation que tu mets, selon des fois tu inverses un mot avec un autre. Parfois, je me souviens qu'au bout d'un moment, je faisais des bluffs. J'appelais des personnes comme si je les connaissais déjà. Oui, bonjour monsieur, je sais pas, je vais dire Abitbol. Oui, bonjour monsieur Abitbol, monsieur Montlouis à l'appareil, comment allez-vous? La personne, tu la sens au téléphone. Hein? Quoi? Mais c'est monsieur Montlouis, on s'est eu au téléphone il y a 2 semaines, mais vous étiez entre 2 consultations, vous avez très peu de temps à m'accorder, du coup vous m'aviez demandé de vous... Voilà, tu développes des skills. Et technique c'est ça, classique. Mais c'est ça. C'est comme ça que tu gagnes ta vie en business au début. T'es obligé de le faire. J'ai adoré cette partie-là parce que tu comprends vraiment comment fonctionne ce monde. Il faut apprendre à trichouiller dans un monde qui triche. C'est vraiment, c'est régulièrement ce que je dis. Et cet aspect-là, je l'ai adoré. Et je savais, j'avais déjà développé une communauté avec la comédie. Donc je savais que derrière j'avais la matière potentiellement pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qui a été confirmé puisque il se trouve que j'ai croisé ce monsieur dans la gestion de patrimoine. Et toi, du coup, à cette époque-là, toi, tu formais avec ta structure les conseillers en gestion de patrimoine pour qu'ils puissent développer des outils autre que le téléphone pour trouver des clients. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, puisque tu m'as appris des skills, notamment en marketing digital. Si. Je me souviens à l'époque sur LinkedIn, et c'est vrai que lorsque tu m'as montré les outils qu'on était capable d'utiliser,
Là, ça m'a fait, c'est comme toutes les étoiles qui s'alignent dans mon cerveau, quoi. Ouais. Ça m'a fait ting, 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 ting. Je me souviens des conversations qu'on a eues et c'est clair que tu es la personne, dans une seconde partie, dans la seconde partie tu es la personne qui m'a permis derrière de pouvoir, vendre et de pouvoir vendre de façon, tu es la raison, tu es indirectement la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. C'est clair et net de par les skills que tu m'as appris en marketing digital. Ah, mon gars. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, franchement, ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait franchement plaisir parce que c'est toujours pareil. Toi et moi, on a eu beaucoup de conversations de ce type, tu vois. Et la réalité, c'est que j'ai un ego qui est placé, tu vois, à d'autres endroits, mais il y a des choses sur lesquelles, tu vois, j'ai pas d'ego mal placé, en l'occurrence ça. Et j'apprécie énormément le fait que il y ait des gens en fait qui sont en capacité, tu vois, de dire les choses, de les reconnaître. Et franchement, je te remercie pour ça, véritablement, parce que c'est pas quand je reviendrai en détail peut-être sur mes histoires, c'est pas ce que j'ai toujours connu. Donc ça, c'est très très lourd, mais précisément, c'est toi qui as fait le taf. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est toi qui as fait le taf, puisqu'en fait, quand tu regardes le parterre de personnes que j'ai formées, la seule personne qui a, non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, tu vois, les gens, ils ont eu la même matière que toi, mais eux, ils ont pas suivi. Toi, t'as suivi, et ça t'a permis, en fait, déjà, t'as très vite capté que, attends, ce qu'il dit là, en fait, c'est pas du tout con. Et en mettant en application, derrière, t'as déroulé, et donc c'est à toi que doivent revenir les props, parce que t'as des gens, tu peux dire il y a un trésor qui est là, ouais, ok, vas-y, parle toujours, tu vois. Donc ça c'est lourd. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la journey qui a été la tienne, dans le parcours qui a été le tien, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses que ton passage au travers du sport de haut niveau a pu également contribuer, tu vois, à te donner cette espèce d'esprit de compétition, d'accepter cette idée que l'entraînement est dur. Je vomis peut-être, je me fais peut-être mal à l'entraînement, mais c'est parce que dimanche, il faut que je sois performant, qui fait que quand tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat, il y a peut-être, tu vois, comme quasiment de façon inconsciente, des choses en fait qui t'ont rappelé, tu vois, tout ça, et tu t'es dit ouais, c'est normal en fait que je galère là au téléphone, parce que demain, ce que je vais manger, c'est ouf. Juste, je te pose la question, mais en fait, quand tu parlais, mec, ça m'a rappelé tellement de souvenirs, parce que attends, je te laisse répondre et après je dirai, parce que sinon je vais être long, mais déjà j'ai pas fait de sport de haut niveau. J'ai fait beaucoup de sport. Tu vois, je suis pas arrivé à ce niveau d'élite. Mon petit frère, si. Ouais. Celui, il a fait Clairefontaine, etc. Et ouais. Le frère moi, oui. Big up. mais quand même, j'ai essayé, j'ai été poussé, et c'est clair que même si je suis pas arrivé au haut niveau, j'ai fait absolument le même parcours que quelqu'un qui est arrivé au haut niveau jusqu'à l'âge où je me suis blessé. Après, voilà, ligaments croisés. Le pire, c'est que c'est vrai, je me suis fait les ligaments croisés. Voilà, c'est l'histoire à 16 ans. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je suis parti vers autre chose. Mais oui, ça m'a appris la compétitivité, tout simplement. C'est que moi, je suis un joueur, et je joue pour gagner. Je joue pour gagner. Le seul moyen de gagner pendant que tu joues, c'est d'y aller à fond. Let's go. Et par contre, je suis un bon perdant. Mais j'aime pas perdre. Non, je suis tellement, tu vois, on est pareil je joue là-dessus, pour gagner. Je joue pour la gagne. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, peu importe ce que je fais. Peu importe ce que je fais, même dans la comédie. Et c'est ça aussi qui nous a fait défaut, c'est qu'on faisait ça entre potes, et mes potes, ils étaient là pour s'amuser. Moi, oui, ça m'amusait, mais je voulais surtout qu'on réussisse. Je voulais gagner. Et quand j'ai senti qu'à un moment donné, on n'était pas tous alignés sur ça, je me suis écarté vers autre chose. Ouais, j'ai besoin de ça. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, mec. On va parce qu'on a envie de gagner cette partie. Ça. On a envie de la gagner. Ah, clairement. Non, mais quand tu parlais de l'aspect téléphone, etc., ça m'a parlé de suite, parce que je reviens à cette image, à cette allégorie de l'entraînement. Je sais pas si t'as déjà regardé des entraînements des gars qui font du MMA ou des boxeurs ou quoi. Je me rappelle, j'avais regardé un entraînement de Jean-Marc Mormec, ou même de Ngannou plutôt, parce que tu vois, ils ont dit Ngannou, il est camerounais, faut respecter Ngannou, on dit. C'est comme on dit pas Mbappé, s'il vous plaît, on dit Mbappé. Voilà, s'il vous plaît, comme ça vous savez. Mais en fait, du coup, on dit Eto ou To? Non, Eto, tu vois, pour le coup. Mais précisément, les mecs, frérot, à l'entraînement, ils avaient envie de die. Et je me rappelle dans l'interview de Mormec qui disait, je vous jure, tous les jours, je me demande, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je fais ça, tu vois? J'ai ressenti ça tellement de fois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu te rends compte que, frérot, le price, c'est ce qu'il demande, en fait. Il demande ses sacrifices. Et moi, dans ce que j'adorais comme toi, dans cette douleur d'avoir entendu non 95, 97, 98% du temps, eh ben, c'était de me dire que je sais qu'aujourd'hui, je vais trouver le moyen
de réussir à convaincre une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est-à-dire que tu arrives le matin à 9h au bureau, tu repars à 19h, 19h30, 20h et tu as réussi à convaincre sur 500 appels 3 personnes, 4 personnes, tu vois. Et ça, en fait, la motivation que j'avais, c'était de me dire, là, j'appelle là, mais c'est peut-être cette personne qui va me dire oui. Et si tu veux, moi, ce que je trouvais exceptionnel, c'est pas un shoot on dirait pas une drogue, ce oui. C'est exceptionnel. Quand quelqu'un te dit oui. Mais t'es l'homme le plus fort du monde. T'es l'homme le plus fort du monde, tu vois. Incroyable. Et moi, en fait, c'est tout le processus que je trouvais magique, frérot. Est-ce que tu te rends compte que on a officié dans des cabinets qui étaient connus de personne? C'est pas genre comme si, tu vois, on était, je sais pas si je vous dis AXA, si je vous dis Groupama, c'est des noms qui sont connus. On faisait partie de cabinets privés qui ne communiquent pas, en fait. Tu vois, ni sur les réseaux sociaux, encore moins à mon époque, tu vois, ni un sur. Peu, mais pas trop. Ouais, mais en mytho, personne, tu vois, qui est sur le compte d'AXA. C'est plutôt une vitrine, quoi. Exactement, tu vois. Et encore, non, qu'est-ce que je te raconte? Parce qu'AXA, à la limite, on les connaît parce qu'ils communiquent, tu vois, à la télévision, mais je te parle des cabinets privés. Ouais, comme tu dis, c'est vite fait, tu vois. Et précisément, tu te rends compte que, gars, on appelait la personne. Elle me connaît pas. Elle ne connaît pas l'enseigne pour laquelle je travaille. J'arrive à la convaincre de prendre rendez-vous. Je vais à son bureau, sur son lieu de travail. Je lui fais une démonstration quant au pourquoi est-ce qu'elle a tout intérêt à me faire confiance. Et je ressors de là avec ce qu'elle a de quasiment de plus précieux, sa pièce d'identité, son RIB, ses coordonnées bancaires, je sais tout ce qu'elle a sur ses comptes, alors que la personne, il y a encore, parce qu'on prenait toujours le rendez-vous une semaine sur l'autre, tu vois, il y a encore une semaine, elle savait même pas qui j'étais. Et si tu veux, je me disais que la maîtrise, en fait, de ces skills, de ce savoir-faire, mais t'as des gens, frérot, qui l'utilisent pour faire de la magie noire avec. Mais sans blague. Les plus gros arnaqueurs, ils utilisent ce genre de stratégie, tu vois. Et bien évidemment qu'on n'est jamais tombé là-dedans, mais c'est pour te dire que quand tu parlais de ce shoot de dopamine là, mais c'est tellement exceptionnel. Et puis, tu sais, j'ai tellement appris parce que la première partie, ce métier, il se fait en plusieurs étapes. Au début, c'est réussir à obtenir un oui pour avoir le rendez-vous. Et une fois que tu as rendez-vous, c'est encore autre chose là. C'est le rendez-vous commercial à travers lesquels voilà, tu dois utiliser des biais pour convaincre la personne, mais aussi pour être convaincu de ce que tu dis. Mais il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est rentrer comme ça dans la vie des gens. C'est bizarre à dire, mais du jour au lendemain, tu deviens le confident. Tu deviens la personne qui va donner des conseils en finance. Ouais. Tu as accès à des comptes et ça m'a appris tellement de choses sur la vie. Tu rencontres un médecin qui gagne beaucoup d'argent mais qui met pas du tout d'oseille de côté. C'est pour ça qu'on a créé la Nekao School. On a vu le compte des gens. Il y a énormément de personnes qui gagnent super bien leur vie mais qui ne savent pas comment gérer leur argent. Exact. Ça m'a fait halluciner. Moi avant ça, je me disais mais les gens riches en fait savent comment ils gèrent leur argent, mais la vérité c'est la plupart des gens sur terre ne savent pas comment on gère l'argent. C'est réel. Et en 3 mois de formation en gestion de patrimoine, j'avais beaucoup plus de connaissances que 99% de gens dans le monde, limite. Ça m'a fait halluciner. Ça m'a vraiment fait halluciner. Non, c'est une dinguerie totale. Moi, je sais pas si tu auras envie de dire d'autres choses, mais si je devais conclure, moi en tout cas, c'est que pour les personnes en fait qui nous suivent et qui nous regardent et qui ont l'envie de développer leur business, j'ai reçu des messages, hein, frérot, de gens qui m'ont dit que le 2e épisode les a mindfuck. Parce que en gros, on insistait sur le fait d'avoir en fait à développer sa zone de génie quand on a parlé de l'ikigai, etc. Et pour les personnes en fait qui souhaitent développer leur propre activité, etc. Je pense qu'il y a 2 savoir-faire principaux qu'il faut pouvoir maîtriser. C'est évidemment l'idée de maîtriser les stratégies de vente. Ça c'est clair et net, tu vois. Savoir créer une offre, savoir la vendre, savoir se vendre aussi, parce que via le personal branding notamment, on peut développer énormément de business. Et d'autre part, le 2e point, je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, et c'est vrai que vous soyez entrepreneur ou salarié, peu importe. Je pense que au 21e siècle, tu parlais tout à l'heure notamment de la connaissance et de l'apport des réseaux sociaux que ça peut avoir dans le boost de ton activité. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on se doit impérativement, ne serait-ce que d'avoir des notions en matière de marketing. Pour moi, c'est indispensable. Parce que, en fait, même dans ta boîte, en tant que salarié, si tu disposes de ce savoir-faire-là, ben, frère, en fait, tu te rends même pas compte de la manière dont tu peux increase, dont tu peux accroître ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toutes les boîtes aujourd'hui veulent savoir comment faire en sorte de développer plus de chiffre d'affaires. Donc, si tu es en capacité de leur offrir ça,
C'est une dinguerie. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je suis dans un grand groupe, ils ont pas besoin de moi, etc., etc. Dans le travail que vous êtes amené à faire, qu'il soit personnel parce que vous êtes indépendant ou salarié, il y a toujours un moyen d'utiliser des skills en marketing. C'est réel, tu vois. Je sais pas ce que bah oui, non, de toute façon, le marketing, ça fait partie de tout. Moi, je le dis, avant d'être, peu importe votre business, hein, t'es boulanger, je sais pas, t'es coursier, tu es ce que tu veux, t'es avant tout un marketeur. Alors, le rôle d'un marketeur, c'est quoi? C'est de trouver les bonnes clés pour que ton business se fasse connaître et pour pouvoir vendre ton produit. Et c'est vrai que ça concerne même la vie personnelle. J'ai envie de dire, même si tu es célibataire et que tu veux te mettre en couple, apprends à te marketer. Non, mais c'est réel. Vrai. Faut attirer l'œil, il faut savoir se mettre en avant, il faut soigner son discours, il faut développer un certain charisme. Moi, tout ça pour moi, c'est du marketing. Et c'est essentiel aujourd'hui en 2023. Je pense qu'il faut avoir plus que des notions, il faut vraiment l'intégrer à sa personne et l'intégrer bien évidemment à son business dans le cas où on veut lancer un business. C'est clair et net. C'est réel. T'as une question, mon ami? Ouais, j'ai une question effectivement. On passe à la sweetasse. On a parlé des relations hommes-femmes, on a parlé de nos parcours, et là en fait j'aimerais bien avoir ton point de vue sur une question en fait qui me taraude depuis des années, parce que notre statut, notre condition d'homme, de femme noire en fait, voilà, et particulier, on va dire ça comme ça, parce que on serait issu d'une minorité. Donc moi, j'aurais souhaité savoir, mon frérot, est-ce que tu penses, selon toi, que en tant qu'Afro-Caribéen, on est obligé de s'engager dans la cause noire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'indispensable et qu'en gros, on n'a pas le droit, parce que tu sais qu'il y a des gens qui jugent quant à ce positionnement-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, il y a même plus de débat, on doit tous être engagés en fait? Non, on doit pas tous être engagés. Déjà, je suis pas pour les obligations, tu vois. Tu as l'obligation de te nourrir, tu as l'obligation de prendre soin de ta famille, tu as l'obligation, voilà, d'être quelqu'un de bien, de pas faire du mal aux autres. Tu n'as pas l'obligation de t'engager pour une cause ou pour une communauté tant que tu fais de mal à personne. Non mais t'es en mode punch là. Ouais. Je pourrais développer, mais pour moi c'est vraiment aussi simple que ça. Si à un moment donné tu décides de mener ce type de combat, c'est que ça doit partir de là. Moi, si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que ça naît de frustration, de manque, de visualisation. Moi, quand j'étais jeune, je voulais voir des gens comme nous à la télé. Je voulais pouvoir m'identifier à des personnes comme nous. J'avais tout ce désir-là et j'attendais aussi que des personnes le fassent. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, mais je vais arrêter d'attendre que des gens le fassent et je vais clairement être acteur au milieu de tout ça. Mais ça naît d'une passion, d'une frustration et d'une visualisation que tout le monde n'a pas. Dans ma famille, il y en a qui ne se sentent absolument pas concernés et je vais pas les critiquer pour ça, même dans mes amis. Même dans mes amis, chacun fait sa vie à un moment donné. Et il peut même y avoir des personnes, même d'autres communautés, qui plaident dans notre faveur et qui mènent le combat avec nous. Pourquoi pas? Je pense que c'est plus un rapport, c'est plus un combat humain au final. Et nous, effectivement, dans la communauté, faire bloc, être nombreux à avoir une direction commune, ça peut nous permettre de changer notre condition. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et les personnes qui ne se sentent pas concernées par ce combat, bien heureusement pour eux, pourront en profiter. Moi, mon gars, je suis à demi en accord avec ce que tu dis et je vais essayer d'être le plus clair possible. Je pense que aujourd'hui, lorsque tu es noir en Occident, tu te dois d'être engagé. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens, quand on parle d'engagement, ils ne voient qu'un prisme de cet engagement. C'est le noir activiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour eux, quand on parle d'engagement, tu dois être celui qui est de toutes les manifestations, qui est tout le temps en train de prôner le fait d'être black and proud, etc., etc., tu vois? Et c'est là, en fait, que je mets une forme de distance. Quand je dis que pour moi, tu te dois d'être engagé, c'est que, tu vois, notamment nous, dans ce qu'on fait aujourd'hui, je le dis aux gens avec lesquels on échange, t'as des gens, en fait, qui n'ont pas forcément l'âme d'un activiste ou d'une activiste, qui n'ont pas forcément l'envie
de façon répétée, d'avoir à dénoncer 100% des scandales. Tu vois, là en ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe au Congo. C'est des millions de morts. T'as des gens en fait, ce qui se passe au Soudan, tu vois, ce qui a pu se passer, ce qui se passe en Arabie Saoudite, etc., etc. Tu as des gens en fait qui ne se sentent pas forcément ni en capacité de défendre ce genre de choses, ni en capacité aussi d'avoir, tu vois, à les expliciter, etc. Tu vois. Et je suis pas sûr qu'il faille les fustiger. Par contre, je pense en fait qu'on a une responsabilité individuelle et que cette responsabilité individuelle tient notamment à la transmission. Qu'est-ce que j'entends par la transmission? Parce que là aussi c'est très large. Est-ce que c'est la transmission de l'histoire? Ça peut être de notre histoire, ça peut être ça. Moi, je parle principalement, et on va toujours revenir finalement à notre Madeleine de Proust, je parle d'éducation financière. Parce que les gens n'imaginent pas à quel point, dans la mesure où, s'ils sont structurés de ce point de vue-là, la manière dont ça peut rejaillir sur l'entièreté de la communauté, sans qu'ils aient eu à se déplacer à quelques manifestations que ce soit, ou ni même à quelques événements que ce soit. Juste en fait en faisant le travail, toi pour toi, éventuellement tes enfants si t'en as, ou peut-être ta sœur, ou tes neveux, ou peu importe, juste en étant extrêmement carré et consciencieux du mode d'emploi de l'argent, tu n'imagines pas de quelle façon tu peux être une lumière dans notre communauté. Parce que à un moment donné, ta sœur, elle va vouloir faire comme toi. Parce qu'à un moment donné, ton neveu, il va vouloir faire comme toi. Parce qu'à un moment donné, tes enfants vont vouloir faire comme toi. Et aujourd'hui, en fait, par rapport à ce rapport à l'argent, on est dans un espèce de cercle vicieux qui fait qu'on est soumis à une surconsommation. En fait, les marques l'ont tellement comprises que elles font même des produits, des choses pour nous, tu vois, tel vêtement, tel film, tel etc. Et du coup, c'est toujours le même adage. Si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, ne t'inquiète surtout pas. Ces marques-là, elles savent quoi faire de cet argent-là. Et elles le font depuis des décennies, voire même des siècles. Tu as des maisons, en fait, qui datent de 1-2 siècles, hein, tu vois. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se défend? Et ce que j'explique en gros, c'est que dans la mesure où tu es suffisamment conscient que oui, l'école est important, parce que ça m'a permis d'apprendre à lire, ça m'a permis d'apprendre à écrire, eh bien, tu dois être conscient également que le mode d'emploi alloué à l'argent, il est indispensable parce que ton argent ne consiste pas uniquement soit à le mettre sur ton livret A quand tu es consciencieux, parce que ça c'est pour les personnes les plus consciencieuses, ou alors à le mettre à Uber Eats, à Louis Vuitton ou à ce que à je ne sais quoi, tu vois. Et je pense en fait que si en fait c'est ta réalité à toi, Loïc mon Louis, si c'est ma réalité à moi, Tracy Enzo, si c'est la réalité de ton frère, de mon cousin, si ça devient la réalité de la communauté, eh ben on sera en capacité de reverser ou de redonner à cette communauté. T'as trop de gens qui attendent de la communauté sans pour autant être conscients de ce qu'ils peuvent lui apporter à cette communauté. Moi, jusqu'à présent, la communauté en question, je parle de la communauté noire, elle a jamais rempli mon frigo, tu vois. Mais si en revanche, on est organisé sur le plan individuel pour moi, parce que quand tu fais les choses pour toi, t'es comme toujours un peu plus motivé que quand tu dois le faire pour le voisin, eh ben tu ne te rends pas compte à quel point collectivement, in fine, si on est tous dans cette dynamique-là, on peut peser véritablement et se retrouver dans un endroit en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous savez quoi, pardon? On va faire ça. Et faire ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire à un moment donné faire un chèque. C'est plus juste on est dans un endroit, on a mis un peu de nombolo, on mange un peu de poulet et on dit ouais on est noir, on est fier. Ça c'est très bien et on a dû effectivement passer par là parce que comme tu l'as dit, on était sous-représentés, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit passer à un step supérieur et ce step supérieur, c'est notamment, il y a bien d'autres choses, hein, mais c'est notamment d'être en maîtrise totale de notre argent pour pouvoir l'investir de la meilleure des façons et de façon intelligente. Je sais pas si ça fait écho chez toi. C'était long, hein. Oh là là. Non. J'ai fait un long débat. C'était long, mais c'était construit. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et je pense vraiment que je t'ai vu pensif d'ailleurs. Ouais, parce que c'est vrai, ça fait réfléchir. T'as raison en un sens. Aujourd'hui, il y a un manque parce que on va dire qu'on est 1% dans la communauté à avoir cette conscience-là. Moi, je pense pas qu'on ait besoin d'être 100%. Je pense que déjà être 30%, ça va changer le visage de notre communauté. Et ça peut pas être 100%. Tu vois, des personnes, ils ont besoin de se concentrer sur autre chose parce que avant d'être des membres d'une communauté, nous sommes des individus. Bien sûr. Et un individu a sa mission de vie. Et parfois, nos missions de vie peuvent nous amener à faire des choses qui ont rien à voir avec la communauté. Et tant mieux pour ces personnes-là si elles arrivent à être excellentes dans ce qu'elles estiment être leur mission de vie. Tu sais qu'on dit la même chose? Ah ouais? Mais oui, parce que en gros, moi je demande pas à la personne d'être engagée dans quoi que ce soit. Je le dis qu'elle développe son éducation financière pour elle.
Parce qu'elle va forcément être, parce que comme tu l'as dit, on est peu, elle va forcément être un phare au milieu de la nuit. C'est ça. Et t'as le droit d'avoir ta mission de vie, t'as le droit mais développe ton éducation financière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en vrai, je vois ce que tu veux dire, tu vois. J'ai des contre-exemples, mais ce sont même pas de bons exemples, tu vois. Donc, par exemple, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont totalement contre les principes d'argent, qui ont décidé de vivre hors de la société, presque comme des marginaux. Et vraiment de ne plus calculer le monde capitaliste, tu m'avais parlé, tu vois, j'en ai. Mais c'est vrai qu'au final, tu te rends compte que malgré tout, on reste dans un monde qui fonctionne qu'autour de l'argent. Et à un moment donné, pour manger, t'es obligé de t'y intéresser. Et donc, si tu t'y intéresses, forcément, à un moment donné, si tu reçois ton argent qu'en euros et que tu le gardes qu'en euros et que tu te contentes de le mettre de côté, mais que tu ne l'épargnes pas ou que tu l'investis pas, enfin, que tu décides de jouer à ce jeu-là ou pas, t'es obligé d'y jouer. Et c'est vrai que t'éveiller à un moment donné par rapport à toute la façon dont fonctionne le marché, ça peut te permettre justement de ne plus subir parce que quoi qu'il arrive, on est conditionné par ce monde autour de l'argent. Tu te rends compte? Et au plus on le maîtrise, au plus on arrivera à aller là où on veut. Donc c'est vrai que c'est une nécessité qu'on s'éveille en tout cas en masse dans la communauté et que à titre individuel, on puisse s'intéresser à comment fonctionne ce monde. Mon frérot, quand j'étais petit, j'allais à l'école, on m'expliquait que la Chine, c'était le tiers-monde. On m'expliquait que la Chine, c'était un pays en voie de développement. Regarde en 30 ans ce qu'a fait la Chine parce que les mecs ont compris le mode d'emploi de l'argent. Et tu vois, je pourrais démultiplier les exemples de communautés comme ça. J'aime bien ce que tu es en train de développer parce que ça va nous permettre de rebondir sur ma question d'après. Voilà, tu vois, c'est que à un moment donné, il faut qu'on puisse comprendre que individuellement, et encore une fois, je ne parle pas sous le prisme de la communauté, je dis qu'individuellement, si jamais on arrive à se construire, on va avoir un impact sur nos gosses, on va avoir un impact sur notre entourage, parce que les gens vont se dire, mais attends, comment? Lui, elle est jamais dans le rouge. Lui, elle, regarde, il a lancé tel investissement. Mais comment t'as fait? C'est le comment t'as fait là qui va tout changer. Parce que t'as raison, c'est pas 100% des gens qui vont suivre ou qui vont le faire. Mais si on arrive à être suffisamment, mais il y a trop de choses en fait qui vont changer. Et moi, ça m'amène justement à cette idée de dire, on le sait, malheureusement, on est dans un pays dont je parle pas des concitoyens, mais je parle des instances. Malheureusement, c'est comme ça, qui sont racistes pour beaucoup. Tu vois, on parle de racisme systémique, tu vois. Et moi, pourquoi est-ce que je prône cette idée-là et c'est pour ça les gens ils sont même pas conscients, tu vois, ils disent non, tu vois, certains vont dire non mais moi t'as vu, je suis pas engagé, je m'en fous et tout. Mais non, en fait, le fait d'avoir à maîtriser ton argent, tu ne te rends pas compte à quel point c'est une forme d'engagement, tu vois. Et ce racisme systémique fait que t'as beaucoup de gens, malheureusement, nos frères, nos sœurs qui ont des problèmes à tout niveau, tu vois, accès au logement, accès à l'emploi, etc., etc. Et quand je dis accès à l'emploi, je parle des hauts jobs, tu vois, je te parle vraiment des places les plus élevées en société. D'ailleurs, c'est Philippe hier qui disait que il y a certaines personnes qui tiennent ces sociétés qui ne veulent pas qu'on arrive à ces postes-là. Hein. Mon gars, justement, je voulais faire référence aussi à ce qu'a dit Philippe Fabinon pour le coup qu'on a accueilli lors de notre live, c'est que aujourd'hui, tu vois, moi je suis entièrement convaincu que on ne doit plus être à la chasse de s'il vous plaît aimez-nous. C'est-à-dire que imagine à partir du moment où on développe cette puissance sur le plan pécunier, imagine ce que ça pourrait être. Quand je dis ce que ça pourrait être, tu vois, les Asiatiques dont je parlais là, quand tu regardes en Île-de-France, ils ont repris la quasi-totalité des bar tabac. Ok? Il faut savoir que c'est réel. Ils ont développé, en fait, un moyen de financement qui est hors des banques. Imagine que demain, toutes les personnes, en fait, qui sont dans l'idée, tu parlais de ces instances, de nous bloquer, on dise, t'as vu, en vrai, fuck you. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est en capacité de s'auto-gérer. En fait, il y a plein de choses en fait qui vont évoluer et qui vont changer. Et c'est en ce sens que je dis que être investi dans la cause, c'est pas forcément comme certains le pensent. Si aujourd'hui tu deviens puissant à titre individuel sur le plan financier et que tu as une vision effectivement large, mais tu peux changer les choses. Les gens aujourd'hui ils attendent beaucoup de qui? Toujours des mêmes, des footballeurs, des rappeurs. Mais en fait, à un moment donné, c'est bon, tu vois. Ils peuvent pas représenter à eux seuls. Voilà l'ensemble de ce que j'essaye de développer. Tu vois, tu vois le bail, hein. Non, clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que le gros travail sur lequel on doit évoluer dans la communauté, c'est la projection, la visualisation. Au niveau des imaginaires, en fait, on a du mal à voir cette excellence que l'on pourrait être. Yes. On a du mal à le voir, en fait. Et
Et j'ai envie de dire, imaginez-vous un monde où on sera puissant financièrement. À quoi ça peut ressembler? Mec, c'est tout le ouf. travail se fait là, et c'est pour ça que j'adorais la comédie, c'est que dans le cinéma, t'as ce pouvoir-là d'influencer l'imaginaire des gens. Bien sûr. Je sais pas si tu te souviens de la série 24 heures chrono. Oui, bien sûr. Jack Boer. Voilà, Jack Boer. Est-ce que tu te souviens du président David Palmer? Oui, bien sûr. Voilà, c'était un Renoir. Exact. Mais faut savoir qu'il paraît que cette série-là a été notamment a eu un impact dans l'élection de Barack Obama quelques années plus tard, tu vois. Cet imaginaire-là. Et c'est celui sur lequel on travaille aujourd'hui, notamment avec des Can We Talk, avec des Nekao, avec les funérailles des tabous. C'est que toutes ces représentations d'excellence-là que l'on a vont permettre à nos frères et nos sœurs de voir qu'on est capable d'en arriver là. Et j'adore l'époque qu'on est en train de vivre parce qu'on sent aujourd'hui que les gens sont en train de voir ça. Et effectivement, aujourd'hui, détenir le pouvoir de ton porte-monnaie, imaginez, c'est comme ce qu'on dit. Nous, voilà, on se cache pas. La Nekao School, notre objectif, c'est de rassembler 1 million de personnes au sein de la Nekao School. Let's go! Ça, c'est l'objectif. Maintenant, je vous demande de faire les calculs. Imaginez 1 million de personnes qui investissent 100 € par mois au même endroit. Sur un mois, ça fait 100 millions d'euros. Sur un an, ça fait 1,2 milliard d'euros. Let's go! C'est comme ça que tu changes les choses. C'est comme ça que la Chine a changé des choses. Et je voulais du coup rebondir sur ma question, Vas-y. qui est la suivante. L'éveil de l'Afrique. Bonne ou mauvaise nouvelle? Non mais attends, là c'est une question rhétorique, c'est quoi ça? Non, parce que en même temps, nous, on vit en France. Donc on a des répercussions qui peuvent être négatives à ce niveau-là. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. OK, c'est vrai qu'on avait évoqué le sujet. OK. Non mais enfin dans tous les cas, ça ne peut être qu'une bonne chose dans tous les cas, tu vois. Même si on pourra revenir effectivement sur les répercussions possibles, mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle parce que c'est des choses que nos parents, voire même nos arrière-grands-parents ont attendu, tu vois. Et on n'y est pas encore, mais il est évident que l'éveil l'éveil en question est là et que il est de notre devoir d'en prendre conscience. Certains prendront le train, d'autres pas, parce que tu parlais notamment des gens qui sont issus de la diaspora et on pourra développer là-dessus. Mais il est évident que ça ne peut être qu'une bonne chose et que ce qu'on espère, c'est que ça puisse s'étendre maintenant à l'ensemble des pays dits de la zone francophone. On déteste avoir à dire ça, mais on s'entend quand on le dit. Évidemment, tu vois. Quelles répercussions du coup tu vois toi? C'est vrai qu'on en avait parlé, mais c'est super intéressant, je pense, de relever la chose. Déjà, tu vois, j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de la Chine. Yep. Tu vois, dans les années 2000, la Chine, c'était personne ne calculait la Chine. Un peu avant, parce que c'est plus dans les années 90, mais c'est vrai que oui. Dans cette zone-là, Ouais. tu vois, à un moment donné, moi, les Chinois, pour moi, c'était juste les films de kung-fu. Et oh, mais c'est vrai, faut être honnête. Non, mais moi, oui, il y de la avait que ça. représentation, C'est effectivement. le Wu-Tang Clan. Exactement. Et du jour au lendemain, ils sont arrivés, ils ont breaké le game. Ils ont tout breaké. Et respect à eux, on doit s'en inspirer. Mais j'ai pas le désir que l'Afrique devienne la Chine d'aujourd'hui. J'ai le désir que l'Afrique devienne l'Afrique de demain. Et quel est notre pouvoir? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, nous on fait que danser, on fait que si. Gardons la danse. La danse, c'est un trésor. La musique, c'est un trésor. L'Afrique de demain, c'est le pouvoir de maîtriser toute cette énergie, tout ce bonheur qu'on donne au monde. L'Afrique, c'est la terre la plus riche au monde. Nous sommes la communauté qui, d'un point de vue ancestral, est la plus ancienne au monde. Il faut qu'on se rende compte du pouvoir qu'on a. Et qui dit pouvoir dit rôle. Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer sur cette planète? C'est vraiment ça que je me dis. Si on en vient un jour à avoir cette influence que l'on a par rapport au monde, qu'est-ce que l'on a envie de faire? Et c'est ça qu'on doit se demander. On a envie d'être puissant, soyons puissants. Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Et faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est sur un continent où la démographie explose. Dans 15-20 ans, on sera le continent le plus peuplé au monde. La francophonie africaine aujourd'hui, c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 400 millions de personnes. Donc imaginez déjà, si vous développez un business et que vous impactez 400 millions de personnes, il y a de l'argent à se faire. Mais au-delà de ça, imaginez ce qu'on a la possibilité d'apporter au monde. Et c'est ça que je veux dire en fait, à travers l'éveil de l'Afrique. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. On peut en profiter. Et ce qui est magique avec Internet, c'est qu'on peut en profiter peu importe où on est. Aujourd'hui, la Nekao School, on peut la proposer à Paris, au Canada, en Égypte, en Afrique subsaharienne, en Asie. Clairement. Il y a plus de frontières. Donc,
excellente nouvelle, l'éveil de l'Afrique, même s'il va y avoir de la casse au milieu de tout ça. Il va y avoir de toute façon, à chaque fois qu'il y a des conflits, à un moment donné, il y a des pertes. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais excellente nouvelle et je suis très optimiste quant à ce qui est en train de se passer là. Quand je parlais de la Chine, tu sais, tu ne peux, enfin, c'est beaucoup plus compliqué en tout cas de faire quelque chose si t'as pas un exemple. Tu parlais tout à l'heure de représentation, que plus jeune tu voulais avoir des personnes qui auraient pu avoir cette étiquette pardon de rôle modèle parce que t'aurais pu t'identifier, etc. C'est des choses qui sont importantes et évidemment qu'il s'agit pas de devenir la Chine numéro 2. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce que j'aime beaucoup dans le propos énoncé ici, c'est la projection. La vision qu'on peut être amené à se faire, parce que c'est ça qui drive. C'est ça en fait. Et ce qui est fou en fait, c'est que aujourd'hui, le fait d'avoir cette vision 360 ou en tout cas cette vision macro sur la capacité à l'Afrique de devenir leader. Je sais pas si t'imagines, frérot, quand même. Mais c'est ce que j'imagine. Moi, c'est ce qui me drive au quotidien. Mais pour dire à quel point en fait c'est vrai, ce qui est dit là, c'est que quand tu parles d'impact, imagine à leur petit niveau les impacts qu'ont pu avoir des gens comme Chuck Berry. Tu vois, on dit qu'il faisait partie des inventeurs du rock. C'est Elvis, Presley, ensuite qui a récupéré. Ça a fait des phénomènes. Regarde le rap, le hip-hop, les mouvements. En fait, ce que je veux dire, c'est que t'as commencé par dire, la danse, gardons ça parce que c'est un trésor. La musique, c'est quoi? Gardons ça parce que c'est un trésor. Regarde, en fait, les impacts sur le plan mondial que certains des acteurs de notre communauté ont réussi à avoir sur des domaines qui sont dits mineurs. Des domaines qui sont dits mineurs. Imagine que demain, on s'intéresse maintenant à ces aspects dits majeur. Je pense qu'il y a deux gros pans sur lesquels il nous faut travailler pour notre communauté pour arriver à cette vision et à cet objectif final. C'est d'une part évidemment le pan politique, ok, et géopolitique. Il nous faut impérativement avoir des relais, des personnes qui seront en capacité d'avoir à mettre en place de véritables choses, notamment avec des partenaires extérieurs, pour pouvoir faire en sorte, et c'est pour ça que là on parle d'éveil, parce que t'as des pays qui ont dit ça y est, maintenant on va ouvrir, on va pas rester avec les mêmes gens, je veux pas que YouTube nous coupe, donc je reste calme, tu vois ce que je dis, mais je veux pouvoir ouvrir, et notamment pourquoi pas, tu vois, à la Russie, notamment pourquoi pas, bref, tu vois, donc aujourd'hui il nous faut ces relais-là, donc ça c'est le plan géopolitique, et il nous faut évidemment tout ce qui va tenir de la géoéconomie. Il nous faut prendre conscience que ça va passer par nous. Et quand on dit passer par nous, encore une fois, ne vous me prenez pas, tout le monde ne va pas rentrer en Afrique. Et c'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Tout le monde n'aura pas pour destination d'avoir à investir. Par contre, d'avoir une diaspora forte qui va, pour certains d'entre eux, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il nous suffit d'avoir 30% des gens, 40% des gens, tu vois. On n'est pas obligé d'être 100% qui tournent leur regard vers ce continent-là pour avoir un impact de fou malade. Si on a pu le faire par rapport au rap, si on a pu le faire par rapport à la musique, si on a pu le faire dans le cinéma, cette influence incroyable, tu vois, on peut le faire aussi sur ces actes dits majeurs, sur ces axes dits majeurs, tu vois. Ça fait sens pour toi? C'est clair. Et ça passe à travers l'éducation. Hein. Let's go. L'éducation financière, financière, mais pas que, mais l'éducation en règle générale. Le continent le plus jeune au monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'enfants qui deviendront adultes, qui auront des choses à prouver à titre individuel. Franchement, je suis vraiment très optimiste quant au futur de notre communauté, de ce continent-là. Juste, il faut se rendre compte qu'on a des cartes à jouer. Si aujourd'hui on est dans la diaspora et qu'on est ici, c'est pas pour rien. On a des choses qu'on peut apporter. On a un rôle à jouer. Jouons ce jeu de par l'expérience que l'on a. Et je trouve ça super important ce que tu dis quand tu parles d'éveil économique. Yep. Rendez-vous compte, les amis, qu'il ne peut pas y avoir d'éveil économique sans prise en main individuelle. Se former à titre individuel d'un point de vue financier, ça te permet derrière de faire bloc en grand nombre. Et c'est Nekao School. Ouais, de ouf. Non, mais vraiment, parce que encore une fois, et on terminera peut-être là-dessus, ou peut-être que tu voudras dire quelque chose derrière, mais non. Sur l'importance de la connaissance. L'importance de la connaissance. Investir en soi, t'as encore beaucoup de gens qui ont du mal à le faire pour tout un tas de raisons, mais il faut pouvoir regarder au-delà du prix de l'accompagnement, au-delà non, est-ce que il y a de la valeur et surtout quels sont les impacts sur le moyen long terme que ça va avoir dans ma vie si jamais je le mets en pratique, quels sont les impacts à moyen long terme si je le fais pas.
Et si aujourd'hui l'idée c'est de dire non, je vais rester comme je suis parce que finalement les 0,75% du livret A ou les 3% aujourd'hui du livret A me suffira à faire ce qu'il faut. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir aller plus loin. On a deux derniers. Oui, je t'en prie mon frère. Pour rebondir sur le investir en soi, les amis, je vais vous dire ce que ça permet. Investir en soi, ça permet, comme tu l'as dit, de gagner du temps. Et la vie, c'est rien de plus que faire en sorte de perdre le moins de temps possible pour pouvoir faire tout ce que l'on peut faire. Et quand vous décidez de vous faire accompagner, peu importe ce que vous faites, formation, coach, à vous de trouver. Et même Philippe, qui aujourd'hui est multimillionnaire, continue à se former, continue à aller à des séminaires. En fait, ça vous permet simplement de pouvoir bénéficier de l'expérience de quelqu'un en short. Quelqu'un qui aura passé toute sa vie à développer quelque chose, il a la possibilité de vous le livrer en parfois 1 heure, parfois une journée. Moi, je comprends Oussama Hamar qui fait payer sa demi-heure et je suis prêt à la payer un jour. Peut-être que, j'en ai pas besoin aujourd'hui, j'ai pas de problématique, mais si un jour j'estime qu'il peut me rendre service, je le fais parce que le temps, c'est plus important que cet euro là. C'est ce pourquoi on serait, j'ai rien à ajouter de plus. Non, mais clairement. On a 2 derniers aspects à aborder. C'est évidemment le cas pratique. Vous avez kiffé, hein? On a eu des messages sur le fait que vous avez bien aimé et tout, donc c'est cool. Donc le cas pratique, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous mettre en commentaire déjà ce que vous pensez des différents thèmes qu'on a abordés, et puis surtout si vous avez des problématiques comme celles qu'on a évoquées la semaine dernière, lors du dernier podcast, et celui qu'on va évoquer là, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, et puis on les évidemment traitera avec plaisir, et puis ensuite on passera à notre fameux coup de cœur du jour. Mais tu sais qu'il nous reste genre 40 minutes là. Ok, d'accord, bon, très bien. Du coup, on passe directement au coup de cœur. Ah, tu voulais reposer une question? On a le temps. Ok. Après, il faut peut-être confirmer. T'es sûr parce que de base, on était censé. On a 2 heures. Ok. Bon, vas-y. Ben, let's go. Messieurs. Là, on pose la question au direct parce que comme tout est timé, il faut pas qu'on se trompe dans le timing. C'est important. On a 2 heures. Ok. Let's go. S'ils viennent, on voit. Mais let's go. Pour moi, on a 2 heures. Du coup, c'est moi la question, c'est à mon tour. Ah non, je crois que c'est toi qui as posé. Par rapport à l'Afrique. C'est toi qui as posé la question. Moi, je voulais te poser une autre question. Il y en a tellement. Tac. Franchement, j'ai tellement de questions, mais j'aimerais bien te poser une question qui picote un peu. Let's go. Tac. Laquelle je vais choisir? Ouais, dis-moi. Pendant que je regarde, c'est bien. Juste par rapport au thème, par rapport au thème d'avant qu'on disait, est-ce que tu regrettes d'être né en France? Non. Non. Franchement, pas du tout, parce que il faut être conscient des aspects dits négatifs, mais également des aspects positifs que cela implique. Et honnêtement, pour avoir un peu voyagé, pour avoir échangé avec des gens qui ont voyagé, la réalité c'est que c'est peut-être dû au fait d'être né ici, tu vois, mais c'est toujours plaisant d'avoir à rentrer chez soi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à l'heure quand tu parlais du rapport à l'autre et notamment à la femme, mais pareillement pour la femme vers l'homme, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais on dit que tu es véritablement amoureux de l'autre lorsque tu es en capacité d'accepter ses défauts. Tu vois ce que je veux dire? Limite même quand tu tombes amoureux de ses défauts, tu vois. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à là par rapport à notre rapport à ce pays, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai aucun regret et je suis reconnaissant aussi de ce que m'a apporté ce pays-là. Mon père, il me disait toujours, quand j'étais plus petit, vas-y, continue à faire l'idiot et de ne pas étudier à l'école. Moi, j'aurais rêvé d'être à ta place. Je n'ai pas pu faire mon cours élémentaire, etc. parce que, tu sais, au bled, c'était cher, tu vois. Et mon grand-père n'avait pas les moyens de lui payer l'école. Rien que ça, déjà. On vient de parler de la connaissance. On va pas cracher dessus, alors que t'as des endroits où on essaie de construire des écoles, où t'as des gamins qui peuvent pas y aller. Non, tu vois, rien que pour ça. Et pour d'autres choses, je n'ai pas de regrets en particulier. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas se montrer critique, sur certains aspects. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, hein. Je regrette pas d'être né en France. Au contraire, je trouve qu'on a eu de la chance. Faut pas sous-estimer la paix. Tu vois. Vivre déjà dans un pays où il n'y a pas de guerre, dans un pays où tu manges à ta faim, dans un pays où effectivement tu vas à l'école, dans un pays où, pour moi, la France aussi, c'est aussi cette richesse d'avoir eu des amis blancs, noirs, indiens, chinois, tout ce que tu veux. À un moment donné, on est tous mélangés, tous potes, et je trouve que ça nous a vraiment permis de développer des valeurs humaines
que l'on trouve pas à d'autres endroits, tu vois. Donc à ce niveau-là, non, je suis vraiment content d'être né en France. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je me retrouve de moins en moins dans les valeurs que l'on a en France. Et je pense que c'est lié au fait que je sois adulte, mais aussi lié au fait que les années 90, c'est pas les années 2020. La France, elle a changé. La France, elle a changé. La France, elle a changé. Je le tiens pas. Non, mais j'ai la ref. La France, elle a changé. Ah là 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 là. Kiki. Kiki le bondi. Ouais, mais ouais, le mood, il est plus du tout pareil, et aussi le fait d'avoir voyagé, ça m'a permis d'aller à d'autres endroits où au final je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, tu l'as dit tout à l'heure, la vie ce sont des cycles. J'apprécie d'avoir fait mon cycle en France, mais je suis sérieusement en train de réfléchir à mon cycle à un autre endroit. Non, moi, tu vois, alors parce que la question tenait au regret d'être né en France. Oui. Non, mais il est évident que il y a encore, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans, tu m'aurais dit ouais, est-ce que tu dois bouger et tout, j'aurais dit non. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus, et j'ai même l'impression que ça va être inéluctable. C'est l'impression que j'ai, tu vois. Après, j'ai des responsabilités, en l'occurrence mon fils qui est là, qui fait que ça va poser peut-être des questions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est terminé. Je n'envisage plus de ne pas avoir à bouger, tu vois. Et je vois plus même ça comme quelque chose d'assez évident, un peu pour les mêmes raisons que toi aussi, tu vois. Et je pense que on a la chance, voilà, aujourd'hui d'être dans un monde ouvert, digital nomade. Ouais, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vivre un peu ici, un peu là-bas. C'est ça, tu vois. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a à disposition, ce serait même pas un problème. Donc ouais, je suis d'accord que moi aussi je me vois bien bouger. J'ai plein de questions, frérot, mais en vrai, j'ai l'impression que quand même ce qu'on a dit, c'était quand même pas mal. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Tu veux donc passer à l'étude de cas? Ouais, si on peut passer à l'étude de cas et après nos coups de cœur, comme ça, je trouve que c'était pas mal parce que j'ai des questions, mais j'ai l'impression que c'était tellement pas mal, tu vois, ce qui a été dit que voilà. Ok, pas de souci. Bon, du coup, on a le coup de cœur de la part de Davis. Coup de cœur. L'étude de cas. Yes. De la part de Davis. Salut Davis. Hello. Qui m'a dit, un ami m'a introduit dans un groupe MLM de traders. J'y ai investi la totalité de mon épargne, 7 000 €, et j'ai tout perdu. Aïe. Depuis, j'ai quitté le groupe car ce sont des arnaqueurs. Mon problème maintenant est que je ne sais pas à qui je peux faire confiance pour investir. J'ai conscience que c'est important de le faire, mais je préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque de reperdre mon argent. Sorry, Il y a beaucoup Davis. de choses dans ce qu'il a dit. Et je le dis sans ironie parce que tu vois, je voudrais pas que les gens pensent que voilà, mais qu'est-ce qu'on entend ce truc-là? Et on l'entend beaucoup de personnes plus jeunes qui sont tombées en fait dans ce piège du fast money, tu vois. Genre en gros, vous inquiétez pas, rentrez chez nous. Tu sais, on leur montre des tableaux de progression de fou malade. Vous allez pouvoir voir ça le mois prochain, dans 6 mois. Et malheureusement, t'as plein de gens qui, manquant d'éducation financière, tombent dans ce piège-là. Davis, il faut que tu saches que j'ai pas envie de me faire d'ennemis, hein, mais une grande partie des MLM qui sont construits autour notamment du trading, franchement, dans 90-95% des cas, t'as employé le bon terme, Davis, c'est des arnaques. C'est-à-dire que eux, ils sont juste là pour faire un max d'oseille. C'est tellement vrai ce que je te dis que certains des brokers avec lesquels ils travaillent, donc ces MLM-là, les rémunèrent sur les pertes des clients, frère. C'est-à-dire, quand on constate une moins-value ou alors que ton compte se fait rect, c'est ce qu'on dit dans le jargon, rect, c'est-à-dire que en fait ton compte est à 0, et le MLM touche de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de deal qui passe. Mec, tu vois, c'est pour te dire que tu as plein de structures en fait. C'est tout un business, quoi. C'est tout un business qui basé en fait sur la promesse de la richesse rapide, basé sur les insécurités aussi des gens par rapport à l'argent, se moquent d'eux en récupérant leur argent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de ces brokers, donc quand on parle de brokers, on parle de courtiers qui permettent en ligne notamment de pouvoir être amenés à trader, sont amenés lorsqu'ils travaillent avec des MLM, au-delà des pertes des clients, à donner des pourcentages de commissions qui sont insane. Pour te donner un ordre d'idée, quelqu'un qui ferait un dépôt, par exemple, de 500 € parce qu'il veut commencer à trader avec 500 €, tu peux avoir des commissions qui vont jusqu'à 800-900 €.
Et là, tu vas me dire, mais wesh Tracy, comment est-ce que la société, elle peut donner quasiment x2 en matière de commission sur quelqu'un qui met 500 euros, on t'en donne 900, 1000, t'as même des fois, je crois que ça peut même aller jusqu'à 1100, 1200 euros pour de vrai, tu vois. Et ben c'est tout simplement parce que ces sociétés-là, donc ces brokers, ces courtiers, ils ont clairement compris l'addiction qu'il peut y avoir derrière le trading. C'est-à-dire que très souvent, ils ont constaté que dans 70 à 80% des cas, la personne qui va perdre son dépôt de 500 euros, qu'est-ce qu'il va faire souvent? Elle va réinjecter. Va réinjecter. Et c'est comme ça que tu entends des gens, et malheureusement, Davis, c'est peut-être ce qui t'est arrivé, des gens qui te disent, mais en fait, j'ai mis, en plus, mettre toutes ces économies, ça sera mon troisième point, et après, je te laisserai la parole, mais des gens qui te disent, en fait, j'ai tout perdu. Parce que ils réinjectent. Pourquoi? Parce que c'est pas genre, tu mets 500 euros et tu perds. Non. Tu mets 500 euros, tu passes à 580. En une journée, tu te dis, waouh, tu passes à 600 trucs et tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé la poule aux yeux d'or. Tu mets le paquet. Et c'est comme ça que tu te fais avoir. Et quand le compte, il redescend à zéro, tu te dis, ah, c'est peut-être parce que j'ai mal géré mes lots, parce qu'il y a une gestion des lots, etc. Bon, on va pas rentrer dans la technique. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis trop de levier. Mais la réalité, c'est que c'est parce que tu n'es pas trader. Le trading est un métier extrêmement pointu et compliqué. Et il ne faut absolument pas jouer. L'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers ici en France, te dit que 95% des gens, je répète, 95% des gens qui mettent leur argent sur ce type de solution, on va dire ça comme ça, tout. Dès la première année. Perdre l'investissement dès la première année. Le trading, c'est un véritable métier qui demande des années d'expérience. Et ce qu'on vous fait croire comme ça sur Internet ou sur certains MLM qui sont clairement frauduleux, c'est faux, tu vois. Et juste le dernier point, c'est que même s'il vous arrivait de vouloir tenter l'aventure avec l'une de ces structures parce que elle vous semble carrée, etc., why not? Ne mettez jamais l'entièreté de vos économies. Mettez uniquement une somme que vous allez, que vous seriez amené à perdre. Voilà, que vous êtes prêt à perdre, exactement. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à faire du cash avec, très bien. Si vous n'arrivez pas à faire du cash avec, voilà, vous en fichez. Et dernier conseil, parce que j'arrête pas de dire dernier conseil, mais si vous arrivez à faire un peu de cash, je sais pas, vous avez mis 500 euros, vous arrivez à faire 620 euros, sortez votre cash et ne tradez plus qu'avec les 120 euros en question. Il faut toujours sortir, tu vois, de sa mise au moins de 50% pour se retrouver à l'équilibre parce que malheureusement à la fin on la connaît, ça crache très 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 souvent. Voilà. Donc désolé Davis, mais j'ose espérer que ça t'a mis un peu de plomb là-haut et que tu vas peut-être du coup derrière avoir la volonté de développer tes connaissances en matière d'éducation financière, parce que je pense que si tu y as été, c'est peut-être parce que l'idée d'avoir effectivement gagné sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui allait dans ton sens. Et nous, la seule chose qu'on dit, c'est que oui, c'est possible, mais t'es pas obligé de maîtriser le trading d'une part, et d'autre part, c'est sur le moyen long terme que tu as les meilleurs résultats, et pour ça, il faut avoir une autre approche. Je suis aligné avec tout ce que tu as dit. Là où j'aimerais rebondir, parce que l'idée c'est pas de me répéter, je pense que tu as vraiment dit ce qu'il y avait de plus important, mais moi ça m'a fait écho chez pas mal de personnes et notamment le fait qu'ils ne veuillent plus faire confiance à d'autres personnes, tu vois. Déjà, faut savoir que effectivement cette affaire d'éducation financière, elle est importante par rapport à quoi? Déjà d'une, parce qu'elle nous permet de comprendre toutes les différentes façons que l'on peut utiliser pour investir sur les marchés. Et le gros problème que l'on a généralement, et que ces personnes ont quand elles sont approchées, c'est qu'elles s'imaginent que le seul moyen d'investir sur les marchés financiers, c'est de faire du trading. Alors que pas du tout. Il y a d'autres moyens. Le trading, pour que vous puissiez comprendre, pour moi, c'est même pas un investissement. C'est une activité, comme tu l'as dit, c'est un métier qui demande des années et des années, et même des études et des livres pour pouvoir être réellement performant, pour pouvoir vraiment bien le faire. Ou alors au début, il faut être prêt à te dire que tu vas tout perdre et au fur et à mesure de faire, tu vas. Mais voilà, le trading, c'est un métier qui demande d'être engagé sur un temps, allez, franchement, ce sont des heures et des heures que tu dois passer devant un écran et des courbes dans une journée pour devenir bon à ce truc-là. Tu peux pas passer une fois de temps en temps et non. En plus, tu dois être régulier parce que tu dois toujours être présent aux mêmes heures, parce que voilà, sur les mêmes devises ou sur les mêmes actifs. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Et t'as énormément de personnes qui commencent ça en se disant que ça va être facile parce qu'on va développer du cash. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'à côté de ça, ces personnes-là ont un métier et elles peuvent pas assumer la cadence. Elles peuvent pas assumer la cadence et donc elles perdent la totalité de ce qu'elles mettent parce qu'elles ne peuvent pas y accorder assez de temps. Parce que c'est une activité. Qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement, c'est un endroit sur lequel tu places ton argent et ton argent travaille tout seul. Toi, tu es concentré dans ton activité et ton activité te rapporte du cash.
C'est ça, un investissement. Et tu as la possibilité de réaliser des investissements sur les marchés boursiers. Par exemple, un mec comme Warren Buffett, il s'est enrichi sur des années et des années. Je sais qu'il est notamment devenu multimilliardaire grâce à Coca-Cola. Parce qu'il a, il a respecté les intérêts composés et que voilà, en plaçant son argent sur le temps, et ça lui a pas demandé énormément de temps, hein. T'automatises ton système, tu fais ton truc et ton argent travaille et toi, tu peux être concentré sur ce que tu as à faire. Donc déjà, ne vous imaginez pas qu'il n'y a que le trading pour investir sur les marchés financiers. De deux, l'éducation financière va vous permettre de mettre une stratégie en place qui va vous permettre d'ailleurs de sélectionner les solutions qui vous correspondent le plus. C'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil même dans la crypto ou dans la bourse. Pour finir, comment trouver la bonne personne à qui faire confiance? Parce que c'est ça aussi qui est compliqué. T'as des personnes qui te vendent du rêve. Comment trouver la personne à qui tu peux faire confiance? Si je peux vous orienter un peu, il faut que la personne soit à votre écoute. Il faut qu'elle ait compris votre problématique. Et si, avec les solutions qu'elle vous propose, vous comprenez rien, n'y allez pas. Il faut que ce soit clair pour vous. Il faut que vous compreniez les solutions que la personne a l'intention de mettre en place pour vous. Ce sont ça, moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et puis, dernier point, si c'est trop beau aussi. Si on vous explique que vous allez doubler votre capital là dans une semaine, dans un mois, etc. Même sur un an, c'est pas, ça n'existe pas. Ça, voilà, voilà. Donc, faites très attention à tout ça. Coup de cœur? Coup de cœur. Tu veux commencer ou? Ouais, je veux bien commencer. Allez. Alors, il se trouve que ce week-end, j'étais au salon Afronos. C'était un très beau salon, franchement. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une masterclass et une conférence. Donc voilà, c'était vraiment un bon moment et j'ai rencontré une personne que j'avais déjà rencontrée sur d'autres salons qui m'a montré un peu sa plateforme qui s'appelle Travel Advantage. Okay. Et Travel Advantage. Sorry for my English. Et en fait, c'est une plateforme qu'elle a développée qui peut permettre aux personnes qui souhaitent voyager d'avoir tout à moins cher. Et c'est fait presque automatiquement et t'as même un service qui peut te permettre comme ça de pouvoir accéder à des hôtels, les voyages, les billets d'avion que tu ailles en Afrique ou n'importe où dans le monde, le truc est plus ou moins fait automatiquement via l'application. Donc excellent, et je trouve que c'est important parce que nous on parle souvent de performance, de placement, d'investissement, mais c'est important aussi de trouver des solutions pour dépenser moins d'argent, et parfois c'est juste qu'on n'a pas forcément l'idée, mais développer des outils comme ça de voyage, parfois pour aller faire ses courses, on a parlé de Too Good To Go, ou parfois même pour supprimer nos abonnements fantômes comme comment ça s'appelle, Origami. Voilà, tout ça, ce sont des outils qui peuvent vous permettre de moins dépenser au quotidien, et dites-vous que la richesse, c'est gérer son argent. C'est aussi moins dépenser et c'est gagner plus. Et si vraiment vous respectez ce trépied-là, cette triptyque, vous devriez très bien vous porter. Donc voilà pour mon coup de cœur. Excellent. On ira voir. On ira jeter un coup d'œil. Travel Advantage. Moi, mon coup de cœur, il est en comment dire, il y a un parallèle avec ce que tu avais évoqué lors de notre premier podcast, l'école. Je voulais absolument en parler parce que pour moi c'est extraordinaire ce qui a été fait. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je parle de l'école 42. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une école qui a été fondée entre autres par Xavier Niel c'est ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. En fait, tu as énormément de personnes dedans qui sont soit des hauts potentiels et donc du coup tu vois qui ont été un petit peu en retrait de l'école, soit des personnes tout simplement qui ont été en décrochage scolaire. Et cette école, elle est exceptionnelle de par ce qu'elle propose. Donc elle propose à ces personnes-là, à ces jeunes-là, de développer notamment leur savoir-faire en dev. Donc c'est souvent dev full stack. Donc ça te permet d'avoir de solides connaissances dans le digital, mais c'est surtout que la construction de cette école est folle. C'est-à-dire que déjà le concept qu'ils ont mis en place pour pouvoir te recruter, c'est dingue. C'est tu passes quelques semaines là-bas, tu dors sur place sur des lits de camp, etc. Et tous les jours en fait on te teste pour savoir en fait si tu maîtrises tout un tas de choses. Non seulement sur le plan technique, mais on va regarder également ta personnalité. On va te tester, tu vois. Mais c'est surtout que frérot, dans le concept, tu n'as pas de prof. Tu n'as pas professeur. C'est-à-dire que c'est les élèves entre eux en fait qui s'auto-corrigent et qui s'auto-contrôlent. Tu n'as pas d'horaire
l'école elle est ouverte 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si t'es plutôt quelqu'un qui est nocturne dans ta façon de travailler, tu peux aller là-bas, boum, t'as ton badge, tu rentres, tu bosses. Si t'es plutôt matinal, tu n'as pas de contrôle. Ils ont développé un système dit gamifié, c'est-à-dire que tu n'as pas genre la 6e, la 5e, etc. Non, t'as des levels. C'est-à-dire que si tu veux passer en fait et connaître un peu plus sur telle ou telle notion, il faut que tu passes le level 3, le level 7, etc. Et à chaque fois que tu passes le level, tu as ce qu'on appelle, comme dans les jeux vidéo, des XP. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des points. Ils ont développé en interne une monnaie qui fait que plus tu as de bons résultats, plus tu disposes de crédit, et ce crédit te permet, enfin tu peux faire à l'intérieur de leur écosystème, tu vois, tu peux acheter des choses, etc. Tu vois, ils ont un système où quand t'arrives, tu as ton espace de travail, et quand je te dis ton espace de travail, c'est t'as ton bureau et tu as 2 Mac dernier cri pour toi, frérot, pour commencer à travailler, etc. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, le but du jeu, c'est que parce que c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont pris, c'est que tu ailles le plus loin possible dans le programme. Mais à aujourd'hui, l'école, elle a été fondée en 2013, donc il y a 10 ans. À aujourd'hui, tu as personne qui a été au bout du programme. C'est-à-dire que si tu veux, les gens qui rentrent dedans, c'est tellement une dinguerie que les plus grosses marques, en fait, viennent les chercher très vite et leur proposent, tu vois, des salaires de fou malade pour les récupérer, tu vois. Et ce qui est incroyable, frérot, c'est que cette école, tout ce que je t'ai dit là, c'est 100% gratuit. C'est-à-dire que quand on valide ton profil, tu rentres là-dedans gratuitement. Et j'écoutais en fait le témoignage d'un mec qui a fait cette école qui te disait, moi j'étais pas forcément le meilleur à l'école, j'avais décroché, j'étais saoulé. Là, il y a pas un jour où je me levais pas en étant pressé d'aller à l'école, tu vois. Il dit c'est tellement vrai ce que je vous dis qu'un jour il y a eu une panne d'électricité au sein de l'école, donc ils ont pas pu rentrer dans l'enceinte du truc. Ils ont fait un sitting devant, frérot, tellement ils étaient dégoûtés de pas pouvoir y aller, tu vois. Et moi c'est quelque chose qui m'a énormément parlé parce que dans nos projections, tu vois, on a été amené à parler un peu de choses qu'on voudrait faire. Je vais pas tout dévoiler ici, mais ça m'a inspiré de fou parce que c'est une approche par rapport en fait à l'éducation qui est totalement hybride et qui est folle. Et dernier point, c'est leur monétisation. Comment est-ce qu'ils font du coup, parce que l'école est gratuite, pour pouvoir avoir des Macs qui sont dans dans Paris, dans un bel arrondissement, etc. Ben frérot, la réalité c'est que les grandes marques, je te parle de Chanel, je te parle de groupe LVMH, sont tellement conscients qu'il y a des gros cerveaux là-bas qui payent l'école pour que l'école puisse en fait, en gros, faire en sorte que ces élèves-là puissent régler, au-delà de aller chez eux, régler les problématiques qu'ils peuvent avoir. Tu vois, donc les gamins en gros les aident à régler les problématiques. Eux en contrepartie, ils sont très contents parce que leur problématique elle est réglée. L'école elle est contente parce que du coup les grandes boîtes en question elles ont payé. Et c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à le faire. Ça marche tellement qu'ils ont ouvert dans d'autres pays. Ils sont plus de 3000 élèves aujourd'hui. Et ce qui serait incroyable de par ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on puisse reformuler, renouveler le système scolaire. Ça pourrait être pas mal de s'y inspirer. Donc, voilà. Du coup, faut avoir un certain QI pour pouvoir intégrer ces écoles-là, quoi. Même pas forcément. C'est pas dit à HPI. Oui. Alors, souvent, c'est quand même des gros cerveaux, tu vois. Mais le gars, par exemple, qui parlait, qui racontait son histoire, c'était pas du tout le cas. Il avait même pas de compétences en dev, tu vois. Alors qu'il est privé? Non, pas du tout. C'est n'importe qui peut postuler, en fait. Tu postules, tu vas passer le fameux test, et après, si t'es validé, tu vois. Donc franchement, c'est une dinguerie totale. Je voulais le partager avec vous et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. On conclut? On conclut, hein, mon ami. On se dit, on se revoit à la prochaine session, prochain Can We Talk. Yes. C'était encore un vrai plaisir et puis ciao. Ouais les gars, vraiment abonnez-vous, ça nous aide de fou. Likez, partagez, parce que c'est que comme ça que l'algorithme va dans notre sens et que du coup, si vous considérez que ce qu'on est amené à dire a un petit peu de sens et de valeur, ça va nous booster. Nous, on se retrouve de toute façon effectivement lors du prochain épisode. On est ensemble. Merci mon frérot. Prenez soin de vous. Peace. Yeah.